bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode maintenant du Global Performance Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons Maxime, prof de philo, donc il va nous parler un petit peu de son parcours personnel et professionnel qui débute à la rentrée. Ouais, totalement. Salut à tout le monde et merci à Hugo pour ton invitation. Ouais, avec plaisir. Donc juste pour la petite histoire, avec Maxime, on s'est rencontrés au lycée en seconde et on s'est un petit peu perdu de vue durant les études et puis on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps. Ça fait quelques mois. Là, ça fait quelques mois, ouais. Qu'on a commencé à travailler ensemble dans le cadre de ses objectifs sportifs. Ouais. Durant cet épisode, on va parler, donc, comme je l'ai dit avant, de son parcours personnel et professionnel. On va parler un petit peu de philosophie, vu que c'est une de ses spécialités, du stoïcisme en particulier, puis on va le relier à l'activité physique, car il y a des ponts entre les deux, ça ne s'oppose pas. Voilà, il va nous donner aussi quelques conseils, comment se mettre un petit peu à la philosophie, qui peut être parfois un petit peu difficile d'accès. Et voilà, il nous donnera quelques conseils de lecture, de vidéos, de podcasts, et voilà, dans le but de s'élever personnellement. Ouais, carrément. Voilà, donc on va commencer par même une grande présentation. Ouais, on commence par ça. Tu peux parler, c'est ton moment. Ok. On y va. Juste avant de démarrer, pensez à vous abonner aux différentes plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify, etc., dans le but de faire grossir la chaîne et avoir des invités intéressants comme aujourd'hui. Ouais, carrément, donner de la force. C'est parti. Bon, comme dit, salut à tous. Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans. J'ai grandi en Alsace, plutôt dans un coin de campagne, même de montagne. Là, ça fait 7 ans que j'habite à Strasbourg. Je suis venu faire mes études ici. Là, c'est pour donner un peu les grands jalons du parcours. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, moi, j'ai fait un parcours d'études universitaires là, qui arrive là maintenant tout juste à sa fin. C'est-à-dire que là, je serai prof dans un mois. Dans le Nord pour ma première rentrée. Donc là, c'est un peu le moment là, avec ce podcast de faire le bilan de ces années d'études. Et puis comme tu dis, nous on se retrouve. Donc c'est aussi peut-être l'ambiance qu'on peut avoir là dans ce podcast de vieux copains qui se retrouvent et qui Exactement, parlent du parcours, des sujets de la vie, de ce exactement, genre de choses. Moi, mon histoire, elle commence le 2 juillet 1998. Mes parents, c'est des gens qui bossaient beaucoup. En l'occurrence, je viens pas d'un milieu de prof, c'est souvent le cas aussi dans ce milieu. Moi, mais aucun de mes deux parents n'avait le bac. Ouais. Mais comme c'était le cas aussi dans ces générations-là, peut-être parce qu'on avait aussi moins besoin de passer par des parcours universitaires. Maintenant, il y a des parcours quasiment pour tout. Bien sûr. Peut-être qu'à l'époque, on était plus autonome aussi de ce point de vue. Enfin, tout simplement, je viens pas d'une famille de profs ou d'intellectuels, donc ça a été aussi un cheminement personnel. Comment tu deviens prof de philo alors que rien ne te prédispose à ça, mais comme pour beaucoup de parcours. J'ai 2 petits frères. Mes parents, comme dit, ils ont beaucoup bossé, notamment ils avaient leur propre boîte, avec des boîtes qui ont bien marché, d'autres un peu moins, des histoires de vie aussi d'entrepreneurs et en l'occurrence on a pu rencontrer à certains moments certaines difficultés, notamment des difficultés économiques, c'est vrai qu'au bout d'un moment quand il y a une boîte qui coule ou quand il y a machin, ça peut être des choses qui forcément les gens qui entreprennent, ils prennent aussi ce genre de responsabilités-là, qui peuvent parfois être dures quand ça se passe pas bien. Donc voilà, il y a ce contexte, disons, qui fait que rien ne me prédisposait, en tout cas, à un parcours comme ça. Et du coup, ce qui fait que t'as pas grandi dans l'opulence, etc., t'as grandi de manière très modeste, finalement. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Après, moi, je veux pas être dans un discours non plus totalement classe chialant, moyenne, quoi. Classe moyenne, non, quand même un chouïa moins, parce que en fait, ça dépendait des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où mes parents ont plutôt bien gagné leur vie, puis il y a d'autres moments où c'était vraiment pas le cas. Disons que j'ai peut-être un peu fait l'expérience des deux, ce qui peut être intéressant aussi du point de vue du vécu après pour essayer de comprendre certaines choses. Et du coup, quelles valeurs un peu ils t'ont inculqué tes parents, car vu que tu t'es lancé dans la philo, ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine éducation aussi, je pense, qui t'a conduit là où t'es aujourd'hui. Totalement. Moi après, je pense que l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents est une éducation à laquelle on ne peut faire
aucun reproche. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que moralement, même en termes de construction de soi, du rapport à autrui, ouais, je pense avoir été élevé dans des valeurs très positives, d'entraide, de souci d'autrui, tu vois, de travail. Après ça, c'est vrai, hein, du coup, quand tu viens de ce milieu, alors moi, mes parents, depuis que je suis gamin, on me dit, ouais, fais des études. Et moi, ça me saoulait un petit peu, parce que, après, effectivement, il y a plein de voies pour réussir, et des fois, on fait un peu trop la focale sur les études. Mais c'est vrai que ouais, il y avait ce truc quoi pour mes parents, c'était absolument essentiel que je fasse des études. Et bah, moi, ma mère, elle était très contente que je fasse des études de philo, et encore plus quand j'ai eu le concours, quoi. Là, Là, je c'était devais être fier. une petite fierté, d'autant plus que, et moi, c'est une fierté aussi quand j'en parle. Ma mère, le dernier poste qu'elle a occupé, c'est femme de ménage intérimaire dans un collège, tu vois. Et donc il y avait aussi bah, déjà une symbolique pour moi. Moi, je suis très fier d'elle, très fier de son travail. Franchement, c'est une femme qui n'a fait que bosser Se pour battre, nous, quoi. qui s'est beaucoup sacrifiée aussi, vraiment. Donc là, je lui rends hommage. Ouais, c'est le moment où Aussi. tu peux. T'as été après il me semble que tu as été scolarisé dans une école Steiner, on peut en parler un petit peu. Ouais. Ça montre un petit peu peut-être tes parents, ce qu'ils ont voulu peut-être t'inculquer aussi à travers ce type d'école qui est particulière. Hein, on peut le dire. Ouais, totalement. Alors effectivement, du coup, l'école Steiner, c'est une pédagogie alternative. On en dit beaucoup de choses. Certains en pensent beaucoup de bien, d'autres en pensent beaucoup de mal. Moi, là, je vais pas me prononcer parce que je sais que médiatiquement, c'est un peu tendu de s'exprimer là-dessus. Maintenant, simplement, c'est des modes d'éducation alternatifs dans lesquels, disons qu'il y a une certaine place qui est donnée à l'enfance, à son rythme d'apprentissage. Et en fait, on va travailler sur plein de choses. C'est-à-dire que moi, j'avais des cours de jardinage. J'ai appris à tailler le bois, j'ai appris à coudre, à tricoter. Donc bon, c'est vrai que c'est un modèle alternatif, et ça témoigne d'une ouverture d'esprit de la part de mes parents. Moi, je pense que, voilà, en plus, je vais être prof, il y a énormément de choses dont on peut s'inspirer dans ces écoles, mais il n'y a pas que Steiner, hein, Ouais, parce que Steiner, c'est un cas un peu particulier. Bon, il y a Montessori, il y a plein de pédagogies alternatives auxquelles moi je m'intéresse justement en tant qu'enseignant. Voilà, enfin, c'est des ressources. ouais. Et après, tu as pu faire la bascule du coup Moi, je suis passé, vers du coup l'éducation nationale classique. Ouais, moi je suis passé dans le public. Après, du coup, j'ai fait jusqu'au CM2 dans le public. Ensuite, j'ai fait 3 ans, du coup, l'équivalent de 3 années au collège dans cette école. Et après, je suis repassé dans le public. Donc, ça a vraiment été encore une fois une petite expérience comme ça dans un monde qui était autre. Enfin, je veux dire, j'ai fait les 3/4 dans le public aussi. Moi, ça me convenait mieux au bout d'un moment à cet âge-là de retourner dans le public, et ça s'est bien passé. Même si je suis reconnaissant d'avoir appris là toutes ces choses, d'avoir été sensibilisé à des questions, peut-être, voilà, la question du lien avec la nature. Bon, on a fait plein de choses là-dessus. Bon, voilà, c'était des très choses intéressant. qui peuvent se perdre aussi. Tu vois, ouais, totalement. Ouais. Enfin, on apprend dans ces écoles à faire le pain, à forger du métal. Enfin, tu vois, des trucs génial, qui sont en fait peut-être essentiels aussi dans notre rapport au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup derrière les écrans et tout. Bon, là, dans ces écoles, il n'y a aucun écran, et on va vers le fait de travailler de la matière, du bois, des choses, etc. Ça va dans une logique de conservation aussi de l'artisanat peut-être. Ouais, totalement. Ouais. Après, là, il y a aussi un truc chez eux proche de la nature, mais en fait, ça peut aller ensemble, hein. Artisanat, culture traditionnelle et rapprochement avec la nature. Mais chez eux, c'est aussi un côté un petit peu écologique qui est très intéressant. On pourra reparler d'écologie peut-être, mais aussi un peu New Age, certaines croyances. Voilà. D'accord. Ouais. Donc après, là, tu fais ton collège, il arrive le lycée. Voilà, c'est ça. Et on se rencontre du coup direct en seconde. Alors moi, je t'avoue, j'étais un peu paumé. Hein. Je sais pas pourquoi je suis allé dans ce lycée, mais c'était trop bien. C'était meilleure expérience du lycée. On en avait discuté. Enfin voilà, c'est vraiment de très belles années. Du coup, le lycée agricole du Flixbourg à Winsenheim. On embrasse tout le monde. Hein. S'ils nous regardent. C'était pas très très scolaire au niveau du collège. C'était posé la question de l'orientation. Et puis j'avais eu un rendez-vous d'orientation avec ma prof principale à l'époque, et puis qui disait à ma mère ouais, mais vous vous rendez compte, il est en 3e, il sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Enfin, c'est les questions d'orientation, parce que oui, en 3e il faut choisir, et en même temps t'as 14-15 ans.
C'est On dur. le sait, nous, dans nos parcours à nous, qui ont aussi été un peu en zigzag, c'est très difficile de savoir. Puis surtout, aujourd'hui, on est amené à potentiellement à se réorienter, à faire plein de choses, ce qui a été mon cas aussi, mais toi aussi, en fait. Bien sûr, Et, ouais. on va en parler. Et du coup, ouais, le lycée, quoi. Alors, avec du coup, moi, mon projet, toi, tu pourras du coup dire lequel était le tien à l'époque, je me souviens plus. Alors moi, mon objectif était de travailler du coup dans l'aménagement paysager. Donc c'est Ouais, pour ça c'était que je ça, m'étais ouais. lancé dans ce lycée-là et dans ce bac-là Ouais. qui correspondait du coup à mon objectif de mes 16 ans. Ouais, c'est ça, 13, ouais. non, mais 14, 15 ans, ouais. Ouais, 15-16 ouais. ans. Et du coup, j'ai fait mon bac. C'était un super lycée, hein, on peut leur rendre hommage, parce Ouais, que carrément. déjà, le cadre Ouais. est magnifique. Ouais. Il y a très peu de lycées avec les lycées que je vois actuellement qui sont dans un aussi beau cadre, aussi avec des conditions d'éducation et d'apprentissage optimales, vu que c'était des petites classes. Hein, on était 15, je m'en souviens, alors qu'il y a des classes aujourd'hui de 30, 35, 35, c'est la voire norme 40. Toi, aujourd'hui. tu vas Ouais. côtoyer ça. Hein. Ouais. C'était un super lycée qui nous a après des bonnes bases. Moi, j'étais pas un super élève de toute façon. Je travaillais comme il fallait, mais j'en garde de très bons souvenirs et voilà. Et l'internat aussi qui a forgé aussi quelque part cette volonté d'indépendance, etc. quoi. Par la suite, moi, je suis parti de chez moi après le collège, hein, du coup, à l'autre bout de l'Alsace, c'est pas grand-chose, mais ça te construit aussi en tant qu'homme, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés. Moi, j'ai fait mon bac jusqu'en terminale dans ce lycée. Toi, à un moment donné, tu as été amené à changer. Tu as rencontré quelques difficultés du coup, durant ces années. Et c'est un peu la charnière, hein, je crois. Hein. C'est Ouais, d'une d'une certaine manière où tu as ouais. rencontré la philosophie avec des profs que tu pourras citer si tu le souhaites. Ouais, carrément. Vu que tu as changé de lycée, donc je vais te laisser un peu parler des difficultés que tu as rencontrées durant cette période. Ouais. Ce qui t'a amené après, ce qui va nous faire basculer du coup vers la philosophie par la suite. Ouais, totalement, ouais. Alors du coup, Et toi, quel était ton projet du coup? Oui, Ouais, oui c'est ça. aussi. Ouais, moi du coup, j'avais en tête de devenir garde forestier. Voilà, ok. Moi, c'était ça, parce que comme dit, hein, moi j'ai grandi du coup dans les Vosges alsaciennes, et je suis très attaché, voilà, à ces territoires ouverts, à des questions écologiques aussi. Je pense qu'on peut être très sensible à ça justement quand on vient de certains coins de campagne et qu'on peut constater certaines évolutions. Enfin, il y a certains petits mammifères qui disparaissent, des petits, enfin, ce qu'on appelle les petits gibiers, enfin des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, voilà, c'était ça le projet. Puis après, je me suis réorienté. Et du coup, j'ai fait les 2 premières années. Hein, j'ai fait la seconde. Du coup, on avait en tête, enfin toi tu l'as passé du coup, de passer ce bac techno qui s'appelait STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Exact. Et du coup, moi je suis allé jusqu'en première. Et en première, je me suis rendu compte que j'avais ce projet qui était chouette et qui était noble et que je garde encore aujourd'hui. Ces questions écologiques, le rapport à la nature, aux grands espaces, c'est encore et toujours très important pour moi, tu vois. Mais simplement, j'ai senti qu'au bout d'un moment, professionnellement, c'était peut-être pas exactement ma voie à ce moment-là. Alors du coup, pour reparler peut-être un peu plus du perso, une des grosses difficultés que j'ai pu rencontrer quand j'étais gamin, c'était en fait, il y avait un de mes 2 parents, donc mon père en l'occurrence, qui souffrait de dépression chronique, on va dire. Et là, quand on parle de dépression, il faut distinguer des primes et dépression. Ce qui peut être confondu un peu aujourd'hui. Des fois, tu vas pas bien, tu dis ouais, je suis en pleine dépression. On utilise le terme un petit peu comme ça. Bon, il faut savoir que c'est un terme médical C'est une et maladie, que la dépression ne s'auto-diagnostique pas et que bien souvent, enfin même d'ailleurs de manière quasiment fréquente, on remarque chez les gens qui souffrent de dépression des problèmes au niveau de l'organe, c'est-à-dire du cerveau lui-même, des neurorécepteurs, des choses comme ça. Donc on est sur des choses qui peuvent être vraiment très sérieuses et très lourde, hein. C'est-à-dire une personne dépressive, c'est une personne qui ne s'alimente pas, c'est une personne qui ne se douche pas, c'est tout ce genre de choses, qui rendent une personne totalement non autonome. Voilà, donc il y a eu ce contexte-là à la maison qui a été très lourd et qui allait jusqu'à amener à une situation où, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je me suis retrouvé avant mes 18 ans placé par la DAS, donc l'aide sociale à l'enfance, hein, quoi. Donc c'est-à-dire
mineur et qu'on n'a pas de parents, ou alors que nos parents à ce moment-là sont jugés inaptes tout simplement à pouvoir assurer, disons, les conditions de vie souhaitables pour un mineur, on est placé par l'État. Et donc là, il y a deux types de structures. Après, moi, j'ai fait juste un petit voyage dans ce monde-là. Tu vois, là encore, c'est une expérience que j'ai eue, moi, sur quelques mois, un peu moins d'un an. Donc, soit on est placé en foyer, ou soit on est placé en famille d'accueil. Moi, ça a été mon cas. Ils ont préféré ça parce qu'en fait, j'étais à l'internat au Flixbourg, quoi. Et donc, en fait, on m'a renvoyé. Enfin, j'étais à l'internat en semaine et moi, j'allais passer les week-ends là-bas. Bon, simplement, j'ai eu cette expérience-là. Et en fait, ça s'est passé à un moment de mon parcours. Alors, j'avais déjà entamé la réorientation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà en première L. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, bon, là, je fais une petite pause là dans l'explication du perso, mais ma découverte de la philo, le fait que je suis parti en L, c'est lié avec toi. Je sais pas si tu te souviens, mais on était à l'internat et on avait l'étude d'une heure, une heure et demie qu'on devait faire. Et une fois, on est allé au CDI ensemble, je crois. Et on avait pris chacun un bouquin de Camus. Ouais, et toi, il me semble que tu avais pris, toi, tu avais pris La Peste, qui est le deuxième grand roman très connu, et moi, j'avais pris L'Étranger. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ce bouquin, et je me suis dit, bon, je vais faire un bac L, tu vois. Enfin, c'est un peu venu comme ça, tu vois, mais ça m'avait plu. Comme quoi, ça marque. T'as été marqué par le bouquin, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, je recommande vraiment ce bouquin, alors qui pour le coup est plutôt de la littérature. Et après, le premier livre de philo que j'ai lu, c'était l'année d'après, dans l'autre lycée. Pareil, je suis allé au CDI. Et c'est un bouquin de Camus, mais de philo, qui s'appelle Le mythe de Sisyphe, qui aborde des questions, disons, liées à la philosophie existentielle et tout ça. Donc ça, voilà, je recommande. Moi, ça a été ma porte d'entrée dans la philo, la littérature. Excellent. Et c'est un souvenir partagé avec toi. Voilà. Énorme. Donc, et du coup, j'avais plus ce souvenir-là. C'est hyper cool. Mais tu dois avoir des souvenirs dont moi je me souviens pas non plus forcément. Sûr, bien sûr. Et voilà. Et pour du coup terminer la question du perso, de la réorientation, de la philo, etc. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en première quand j'ai été placé à la DAS. Donc là, c'est perdre ses repères. Hein, j'habite plus dans la même ville. Il y a plus les copains. Il n'y a plus les repères familiaux, il n'y a plus de quotidien, il n'y a plus tout ça. Donc voilà, donc il y a quand même un effet de déracinement quand même très fort. Moi, je ne vais pas me plaindre plus que d'autres. Moi, j'ai fréquenté là-bas des enfants qui sont à la DAS depuis qu'ils sont tout petits et qui, eux, ont vécu des choses absolument terribles. Mais bon, j'ai quand même eu un point de vue sur ce monde-là, ce qui me donne peut-être une sensibilité aussi vis-à-vis de ces jeunes. Mais du coup, je me suis retrouvé là-bas, allez, on peut le dire, c'était Sainte-Marie-aux-Mines, donc totalement perdu, etc. J'avais pas un pote, tu vois, enfin voilà, c'était terrible. Et au bout d'un moment, il y avait le bac qui arrivait, quoi, le bac de français. Et moi, j'avais été un mauvais élève toute l'année, mais parce que j'avais plein d'histoires. Tu vois, là, ce que je racontais, etc. Bon, tu t'imagines que si je me retrouve à la DAS, c'était bien chaud quand même à la maison, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je m'ennuyais, quoi. Et il y avait le bac qui approchait. Puis j'ai commencé à bouquiner. Et je me souviens que voilà, les profs, ils étaient au courant dans mon lycée de ce qui m'arrivait. Et je me souviens d'un prof de français, Monsieur Veil, je crois, il s'appelait, un petit papy, quoi, vraiment à la limite de la retraite, et qui m'avait dit sur la fin une remarque. En gros, j'avais été un mauvais élève toute l'année, et sur la fin, je m'étais réveillé, je m'étais motivé, mais vraiment sur les derniers mois avant le bac, il m'avait fait une remarque du style, mais avec ce que je vois là de comment vous bossez, il y a peut-être moyen que ça le fasse et que ça le fasse bien, quoi. Ah oui, t'as donné un peu d'espoir. Quoi. Tu vois, donc il y a aussi ce rôle-là des profs dont on parlera peut-être encore un petit peu, mais qui parfois, moi, dans mon parcours, ont été vraiment des appuis, quoi. Parce que bon, tu as aussi la possibilité de partir en vrille, hein, quand tu te retrouves dans certaines situations, quand tu es jeune, sans repère, etc. Moi, les cours, certains profs m'ont aidé, quoi. Mais les plus humains aussi, hein, il faut faire la distinction. Bien sûr, voilà. Mais, et du coup, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à lire. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un respect particulier pour la figure des profs. Enfin, je l'ai toujours eu, tu vois. Mais là, vraiment, j'ai fait certaines rencontres où les gars, ils ont été là pour moi, tu vois, aussi. Mais comme on peut le faire en tant que prof, c'est-à-dire il faut aussi garder une certaine distance. Moi, je le sais. Hein, maintenant, je sais que tout ça, c'est réglementé. Hein, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais vraiment, des gens qui font très bien leur métier et qui sont capables aussi de tendre la main à des gamins qui, au bout d'un moment, auraient pu partir en vrille. Exactement. Aussi, tu vois. Ouais, et puis on a tendance à déboulonner l'école, mais s'il n'y avait pas eu l'école, dans ton cas là particulier,
tu serais peut-être parti complètement ailleurs Totalement. dans l'illégalité ou je ne sais quoi. Ouais, voilà, après, moi, j'ai jamais été trop gangster, hein, c'est ce que je dis, plutôt sage. Mais bon, quand tu es dans ce genre de milieu et tout, ça peut partir vite. En tout cas, moi, ça a été un repère, et un repère fort, quoi, parce que bon, à l'école, voilà, on t'apprend la curiosité, l'ouverture d'esprit, le dépassement de soi dans la recherche de la connaissance, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, c'est quand même des valeurs qui sont très nobles. Et c'est vrai qu'on tape un petit peu, sur les profs, hein. Pour le coup, là, je prépare mes cours, c'est un taf de malade. Il y a la correction des copies, il y a plein de choses. Franchement, c'est un métier qu'on fait par passion, je pense, par passion pour sa discipline, mais aussi surtout par envie d'être utile à la société, aux gens, aux jeunes. Et parfois, moi, c'est vrai, avec mon parcours, mais je me dis, en face de moi, ça se trouve, il y a aussi des gamins comme ça, tu vois, ou qui ont pire encore, tu vois. Et si je peux, moi, me permettre, avec mon vécu, ma sensibilité là, d'avoir une écoute, une attention particulière et peut-être leur permettre à eux de s'exprimer, c'est aussi un pari gagné. Après, bon, je fais cours pour tout le monde et tout, mais c'est vrai que voilà, les élèves qui sont le plus en difficulté, c'est aussi ceux qu'on a envie d'accompagner et de porter le plus, quoi. Parce qu'en fait, c'est ceux pour qui, a priori, tu as le plus de portes fermées, tu vois. Quand tu connais pas l'école, quand tu connais pas le système, quand tu connais pas machin, ouais, c'est ça qui rentre en jeu. T'as des gamins, on leur a jamais parlé de la possibilité, même de la possibilité de faire certains types d'écoles. Alors je dis pas que c'est forcément le truc souhaitable, hein. Moi j'ai ce discours-là, je pense pas du tout que l'école ce soit la seule voie d'émancipation sociale, tu vois. Mais ça en est une. Et gratuite en plus. Gratuite en France, ouais, faut le rappeler, hein, ce qui est incroyable, hein, parce que on a par exemple des universités en France qui font partie, alors on n'est pas dans le top 5 non plus, mais vraiment du top des universités mondiales, et toutes les universités à côté, c'est-à-dire les universités aux États-Unis, en Angleterre, etc., qui sont dans la même partie du classement, ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Bien sûr, Donc bon, on a quand même un système en France, en tout cas du point de vue éducatif, qui ouvre certaines portes, même si ça ne permet pas tout. Et c'est là qu'il faut essayer d'apporter voilà, une écoute particulière à certains publics, à certains jeunes qui peuvent être en difficulté aussi, quoi. Et à partir de quand tu avais cette envie d'être prof, et en particulier prof de philo, et quelle est ta mission en fait avec cette envie-là d'être prof? L'envie d'être prof, je suis un peu loin, elle est venue là cette année-là, l'année où je suis arrivé en L et où moi j'étais dans mes histoires à fond et peut-être que je sais pas, les profs autour de moi, c'était des figures d'adultes particulièrement bienveillants, tu vois. Et puis, disons que avec mon parcours, j'avais 17 ans quand j'ai vécu cette expérience de la DAS, et puis j'ai vécu des trucs pas drôles non plus, quoi. On m'avait proposé d'aller dans une famille d'accueil. Le mec, il est venu à l'entretien totalement torché. Et il y a des choses qui sont pas drôles aussi, tu vois. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'après, voilà. Respect pour les gens aussi. Voilà. Mais bon, il y a des situations totalement folles. Et du coup, l'envie d'enseigner, c'était à ce moment-là, parce que je pense que du coup, j'avais aussi une espèce de fibre de sensibilité aux questions sociales. Venant moi-même d'un milieu franchement pas très favorisé. Enfin, du coup, sur la fin, quand mes parents se sont séparés, c'était famille monoparentale, ma mère au SMIC. Bon, voilà, tu vois, c'est pas, on était 3, pas évident. Mais du coup, je pense que j'ai toujours eu une sensibilité sur ces questions sociales. Et là, par exemple, c'est pas du tout, on parle pas du tout de politique, mais c'est même, voilà, moi quand j'étais gamin, j'ai bénéficié de certaines associations, les Restos du Cœur, des trucs comme ça. Et moi, j'envisage moi-même un jour de faire du bénévolat là-dedans, parce que ça fait sens. Enfin bref. Et du coup, je pense que j'ai à cœur d'être utile. Pour répondre là, du coup, vraiment à la question d'être prof, vraiment d'être utile. Et je pense que l'enseignement, c'est un des métiers, en France en tout cas, où tu peux avoir ce sentiment d'utilité, de faire cours pour tous. Et du coup, sur la mission. Alors, la mission, y a une mission un peu terre à terre. Moi, j'ai quasiment exclusivement des terminales. Le but de ma mission, c'est de leur faire passer le baccalauréat. Premièrement, tu vois, c'est déjà ce qu'on va faire. Et à partir de là, il y a énormément d'autres enjeux dans l'éducation générale, dans l'éducation nationale d'une manière générale, je veux dire. On vit en démocratie.
Donc on estime que chacun est capable d'avoir son propre raisonnement, est capable de faire ses propres recherches, de s'autodéterminer pour pouvoir donner son avis pour des décisions politiques, quoi. Enfin le système du vote. Et en fait, ce système politique, il implique une éducation des citoyens. Mais de manière, on ne peut pas penser une démocratie si au bout d'un moment, il n'y a pas un système éducatif qui vient aussi le justifier, ou en tout cas qui vient, disons, lui donner une légitimation. Et donc en fait, c'est quelque chose qui a un héritage des Lumières aussi, c'est-à-dire cet idéal d'autonomie de la pensée, apprendre à penser par soi-même. Et en fait, c'est ce qu'on attend d'un citoyen. Et donc ça, on peut dire que voilà, c'est un des objectifs généraux de l'éducation nationale, c'est de permettre, disons, la formation des citoyens, mais aussi d'apprendre le vivre ensemble, d'apprendre aussi le débat. Bon, en classe de philosophie, on peut faire des débats, apprendre aussi aux élèves à accepter la contradiction. Ah, exactement, c'est super important dans des âges où ils sont un peu revendicatifs, où tu es adolescent, où tu es des fois un petit peu dans l'envie de te révolter. Ouais, donc c'est important d'écouter l'avis des autres. Ouais, carrément. Pour que finalement le débat avance, quoi. Ouais. Qu'on n'aille pas forcément dans des extrêmes après certains vont y aller, c'est pas un problème, oui, vois, après mais pas qu'on soit capable d'écouter l'autre, en fait. Ouais. Et pour en revenir peut-être un petit peu à ce qui se passe actuellement, ouais. On a l'impression que de plus en plus les camps s'opposent, mais ne s'écoutent plus. Ouais. Et même les politiciens qui devraient faire preuve d'exemple ne sont même plus capables de s'écouter en fonction du parti politique dans lequel ils sont, alors qu'on demande à la population d'être calme, de s'écouter, etc., vivre ensemble, etc. On vend ce type de politique alors que eux ne sont même pas capables de le faire. Ouais. Donc une des missions que toi qui est géniale, tu vois, c'est de leur apprendre au moins, mais peut-être qu'on nous l'a aussi appris quelque part aussi. On nous l'a aussi appris, et effectivement, on n'empêchera pas les plus énervés et les plus fermés d'esprit de se braquer. Bien sûr, de ce point de vue-là. Mais peu importe le camp politique, tu vois, c'est pas. Voilà, là, on n'est pas du tout sur ces questions-là. Mais effectivement, on peut se dire que bon, le vivre ensemble, ça fait quand même partie des bases qu'on apprend à l'école, quoi. Donc bon, c'est un peu bizarre que dans d'autres sphères de la société, mais là, on parle de politique, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Le fait de remarquer que des choses fondamentales qu'on apprend à l'âge enfant, en fait, on les oublie aussi avec le temps de ce point de vue-là. Et il y a une phrase d'un philosophe un peu médiatique, là, contemporain, et c'est ça, je l'avais lu quand j'étais en terminale et je l'ai retenu depuis. Il dit la politesse, c'est la plus simple des vertus, ce serait dommage de s'en passer. Bon. Tu vois, enfin, oui, c'est vrai, c'est tout bête, mais effectivement, ça permet de discuter, ça permet peut-être au bout d'un moment de s'entendre. Et bien sûr, et de faire avancer. Ouais, carrément. Ouais. Donc, tu as un peu entamé à travers ce que tu as dit, la philosophie. Ouais, on a commencé. On a un petit peu en parler. Quand tu as eu des difficultés, tu as pas mal lu, je pense. Ouais. Et ça a fait peut-être un peu partie de ton développement peut-être personnel, et ça t'a aidé peut-être à faire face aux difficultés que tu rencontrais. Je sais pas s'il y a des bouquins qui t'ont marqué, qui t'ont aidé à avancer, à surmonter un petit peu les épreuves et amener un petit peu de philosophie là-dedans. Ouais, totalement. Du coup, avant, je parlais déjà, pour parler des bouquins, du coup, du mythe de Sisyphe, qui était le premier livre de philo que j'ai lu quand j'étais en première L. Du coup, avant qu'on ait vraiment de la philo. Bon, il y en a certains qui considèrent que Camus, c'est pas un philosophe, que c'est un peu nul, tu vois, etc. Bon, moi, ça a été ma voie d'entrée. Et en fait, d'ailleurs, je l'ai jamais vraiment trop quitté. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai dû affronter, du coup, la question de la dépression, de la déprime, donc la question du bonheur, du sens de la vie, tu vois. En fait, c'est des questions lourdes et profondes, en fait, auxquelles tu es confronté quand tout simplement, tu vois, ton daron qui a un peu abandonné un truc, ou alors qui est dans un bad tellement grand que tu te dis, mais comment c'est possible ? En tant que jeune, tu te construis là-dedans. Je pense que tu as plein de questions. Moi, je pense en fait, c'est aussi parce que j'ai été marqué par des questions quand j'étais gamin. Il y a des petits traumas, tu vois, pour le dire comme ça, tu vois, et qui en fait font après que j'avais des questions avec moi et que j'ai encore aussi aujourd'hui, je pense, tu vois. Mais maintenant, ensuite, la question, ces questions, je les avais. Et ensuite, c'est au travers de la philo que je les ai abordées et que j'ai essayé de les traiter, parce que ça sert à quelque chose. Bon. Ça, on va y venir un peu plus tard. Mais du coup, le bouquin, c'était Le mythe de Sisyphe de Camus. Et la première phrase par laquelle commence le bouquin, c'est un peu glauque, mais il faut affronter les choses aussi. En gros, il se fout un peu de la gueule des philosophes en disant savoir
si le monde il est en 6 dimensions, machin, en fait c'est des questions du coup très abstraites. Il dit il n'y a qu'une seule question philosophique vraiment sérieuse, c'est celle du suicide. En gros, chaque jour on prend une décision, celle de continuer de vivre et du coup d'affirmer, de dire un grand oui à la vie. Et du coup, l'idée de Camus, c'est de dire que voilà, la vraie question philosophique vraiment sérieuse qu'il faudrait qu'on se pose toujours à un moment dans notre existence, c'est quel est le sens de la vie et pourquoi et comment on fait ce choix de continuer à vivre au quotidien, tu vois. Et c'est vraiment intéressant parce que du point de vue de Camus, il aborde l'aspect les plus terribles de la tristesse, de l'angoisse dans l'existence, enfin, vraiment des choses qui peuvent être vraiment affreuses, et de voir comment, avec la pensée, avec des mots, on peut essayer de penser à tous ces événements horribles de l'existence, parce que bon, malheureusement, on va vivre des choses un peu difficiles hein, dans l'ordre des choses. On va enterrer certains de nos proches. Enfin, voilà, on va vivre des vrais chocs. Et du coup, là, avec ce premier texte de philo, c'était voir comment par la pensée, par la réflexion. En fait, la philo, c'est une certaine forme de rationalité. On essaye de comprendre rationnellement qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on est toujours là chaque jour, etc. Alors, ça peut être un peu glauque, etc. pour certains. Simplement, ça peut être des vraies questions. Et surtout, la finalité de tout ça, du coup, le bouquin, c'est le mythe de Sisyphe. Et du coup, Sisyphe, c'est un personnage de la mythologie grecque qui, en fait, a été puni par les dieux pour s'être révolté contre les dieux, par Zeus, etc. Et du coup, c'est l'image du mec qui doit pousser le caillou. Je pense que vous voyez tous, ouais. Ça doit être une référence un petit peu. Donc ça, c'est Sisyphe qui doit pousser le caillou jusqu'au sommet d'une montagne à chaque fois. Et au bout d'un moment, le caillou, il va redescendre. Et en gros, pour Camus, c'était un petit peu l'image de l'absurdité de l'existence. C'est-à-dire, voilà, chaque jour on bosse et puis au bout d'un moment ça marche pas. Ou alors on a un désir, on veut partir en vacances, on part en vacances et puis c'est fini. Ouais. Tu sais, il y a toujours une espèce de recommencement. Et quel est le sens de tout ça, tu vois? Et ben la réponse de Camus, c'est il faut imaginer Sisyphe heureux. Malgré l'aspect totalement paradoxal. Et nous aussi, il faut nous imaginer heureux. C'est-à-dire, il faut une espèce de croyance au départ de faire un pari. Et ben la vie, ça déchire, c'est trop cool. On est là et on kiffe, quoi. Et on essaie de faire quelque chose de bien. Exactement. Ouais. Voilà. C'est hyper positif, finalement. Ouais, bah là, alors que tu vois, la question de base, mais c'est ça aussi la philo. En fait, c'est affronter certaines questions difficiles. Par exemple, Platon, dans le Phédon, il dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. En fait, c'est aussi se préparer à une certaine dimension de l'existence humaine qui est pas folle non plus. Il y a cette dimension-là chez les sages antiques, etc. Moi, je pense pas que je suis plus avancé qu'un autre. Enfin, je suis pas plus près qu'un autre, mais voilà. Enfin bon. Oui, ok. Voilà. Ok. Donc ça t'a un petit peu aidé à surmonter, à donner un petit peu de. À ce moment-là, de oui. Contenu, quoi. Et en fait, c'est vrai que pour terminer là-dessus, la philo. C'est une espèce de... C'est un peu abstrait, la philo. Ouais, tu penses au travers de concepts. Enfin, je sais pas, toi, quelle image tu as de la philo? Peut-être en fait, moi, dis-moi, toi. La philo, on a commencé, on n'en faisait pas en seconde, je crois. Non, c'est terminale. Ouais. Première et terminale, et après, c'est peut-être je ne veux pas cracher sur les profs, etc. Mais j'ai pas eu de sensibilité à ça parce que c'était très, très abstrait, et j'ai trouvé ça pas du tout facile d'accès, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Peut-être parce que la pédagogie ne l'était pas non plus, tu vois. Elle était peut-être un peu trop abstraite et pas non plus pour... l'âge qu'on avait, on a peut-être besoin de quelque chose peut-être un peu plus simple et amené différemment. Ouais. Donc j'ai trouvé ça hyper abstrait. C'est aujourd'hui que je commence à m'en rapprocher. On va parler un petit peu de stoïcisme, etc. Qui, pour moi, je le mets un petit peu... On parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, tu vois, avec des auteurs et des auteurs plus ou moins intéressants. Mais pour moi, c'est... je m'en sers plus comme du développement personnel, tu vois. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ça a une vraie racine, tu vois. Ça vient de quelque part et il y a une identité et ça t'aide à comprendre plein de choses de la vie et à le mettre en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, à comprendre certaines choses, tu vois. Et c'est plus comme ça que je m'en sers et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, c'est pour rendre peut-être la philosophie un peu plus facile d'accès, donner des pistes aux gens pour s'y intéresser et le relier avec une expérience personnelle que toi t'as pu rencontrer. Tu t'es aidé finalement, malgré ton jeune âge, ce qui s'est passé. T'as réussi à te servir de la philosophie pour avancer, tu vois, petit à petit, avec aussi une certaine force que tu as dû avoir pour affronter tout ça, tu vois. Parce que vu du milieu dans lequel tu viens, c'était pas forcément, on t'a pas non plus éduqué à lire tous les jours, etc. Ça a été vraiment pour toi
une quête personnelle, tu vois. Ouais, Donc c'est pour ça, moi, la philosophie, actuellement, j'essaye de m'y mettre, tu vois, à travers des lectures un petit peu et écouter des podcasts, pour la rendre un peu moins abstrait et m'en servir dans ma croissance personnelle, tu vois. Ouais, totalement. Mais du coup, est-ce que peut-être là, on peut commencer à essayer de dire un peu ce que c'est la philo, La et puis philo, après, voilà, bien sûr, on continuera peut-être, après, moi je raconterai encore mon parcours, ça parcours, permettra bien encore, sûr. voilà. Mais on va peut-être commencer par là. Qu'est-ce que c'est la philo, finalement, Ouais. comment on peut s'en servir? Ok, c'est une question qui est pas évidente, hein, et ça dit quelque chose sur la discipline. Ouais. Et là, je veux dire un truc, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Bon, je pense que je peux faire consensus sur certains points. Alors en fait, la philosophie telle qu'on la comprend, nous, en Europe, a une origine grecque. Voilà. La philosophie, c'est une discipline, un champ de recherche ou d'étude ou de travail qui consiste à essayer de penser la totalité du réel et de ce qui existe et de l'expérience humaine et de la penser de manière rationnelle et scientifique. C'est-à-dire ça, c'est ce que je vais essayer, là ça avait l'air un peu compliqué, mais c'est ce que je vais essayer d'expliquer à mes élèves. En fait, la philo, souvent on pense plutôt philo égale littérature, égale bouquin, etc. Ouais, et en fait, historiquement, les premiers philosophes, le premier gars à s'être appelé philosophe, c'était Pythagore, le mec qui a fait le théorème. Et donc qui était un grand mathématicien. Et donc en fait, cette séparation entre philosophie et science, elle est très tardive dans l'histoire de notre civilisation. Et donc il faut d'abord essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce que c'est la philo, que c'est en lien avec la science, que c'est une espèce de quête de connaissance. Et cette quête de connaissance, elle passe par un idéal de rationalité, comme la science. La science, elle a ses méthodes, tu vois, et c'est les méthodes scientifiques qui justifient et qui légitiment le discours de la science. Et en fait, la philo, elle s'intéresse à la science, donc elle s'intéresse aux mêmes objets que la science, donc potentiellement, si tu es vraiment philosophe, tu t'intéresses à la physique, à l'astronomie, aux mathématiques, etc. Mais les philosophes, ils ont fait un pas de plus, et c'est ce qui leur pose problème par rapport aux scientifiques, c'est que les scientifiques, ils s'appliquent à penser que ce qui est expérimentable, ou encore il y a la question des mathématiques qui est un peu différente, mais en gros, ils sont sur le concret. Et nous, en philosophie, on a décidé de penser d'autres choses. On a décidé de penser le bonheur. On a décidé de penser l'amour, la politique. En fait, des choses qui ont à voir aussi avec ce qu'on appelle les sciences humaines aujourd'hui. En gros, voilà, la philosophie, c'est ce pari qu'on peut, par le langage, par des démonstrations, par l'utilisation d'exemples, de concepts, réussir à connaître quelque chose sur l'existence humaine, sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi... la technique, c'est quoi l'art, c'est quoi le beau, qu'est-ce qui fait qu'un objet artistique est beau. Voilà, en fait, c'est une espèce de grand pari de la rationalité et du langage. C'est-à-dire que toi et moi, comme on discute, au bout d'un moment, si on discute bien, on va trouver une certaine forme de connaissance. De connaissance, ouais, on va s'enrichir. Voilà. Mutuellement, c'est aussi l'objectif du podcast. Mais c'est pour ça que la forme est vraiment sympa pour ça, quoi. Exactement, ouais. Parce que la philosophie, à la base, elle est née là-dedans, dans ce concept, dans ce contexte grec de discussion. Donc, dans un contexte politique, on en parlait de démocratie. Donc, un système politique dans lequel la parole qu'on échange, comme toi et moi, a une certaine importance parce qu'on peut se convaincre, on peut convaincre l'autre de voter pour nous, etc. Et donc la philosophie, elle apparaît dans ce contexte-là. Et on peut dire que la philo, c'est une espèce d'optimisme sur les capacités du langage. Quand toi et moi, on va discuter, si on se contredit bien, au bout d'un moment, on va réussir à démontrer que l'âme est immortelle ou que Dieu existe. En gros, c'était ça le pari des philosophes à l'époque. Maintenant, la discipline a évolué. Moi, je tiens pas ce discours. Je prétends pas trouver une vérité universelle par ça. Sûr, mais pour expliquer, du coup, voilà, c'est cette quête de savoir qui ressemble à la science, mais qui s'applique pas aux mêmes objets que la science, à plus d'objets, à toute l'expérience humaine, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu as un courant qui t'intéresse plus? On a dit avant le stoïcisme. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Mais alors, moi, il y a plusieurs courants, je pense, qui te... Il y a plusieurs courants sur lesquels je me suis arrêté. Alors, d'abord, déjà, d'une manière générale, la philosophie grecque.
Parce que moi, je trouve que c'est une philosophie qui est très incarnée, justement, contrairement à l'aspect abstrait de la philo. Je trouve que là, c'est vraiment, disons, les philosophes grecs qui s'intéressaient à l'éthique, c'est-à-dire savoir comment on doit se comporter pour atteindre le bonheur. Mais en fait, c'est des choses très concrètes, quoi. Et avant, tu parlais du fait que la philosophie, ça peut nous aider à comprendre le temps dans lequel on vit, ou à comprendre, nous, notre vie, etc. Mais pourquoi est-ce que ça nous aide, même aujourd'hui? C'est parce que l'humanité dont parlent les philosophes de l'Antiquité, c'est toujours la même que la nôtre. Il y a toujours les mêmes rapports de politique, de domination, de croyance. C'est exactement les mêmes questions. Et ça, c'est hyper intéressant quand on fait de la philo. On a quand même ce luxe de pouvoir lire des textes qui ont 2500 ans d'histoire. Fou, hein. Et t'apprends sur le contexte politique d'Athènes, sur machin. Enfin, c'est trop passionnant, quoi. Alors du coup, moi, je m'intéresse beaucoup du coup à la philosophie antique, avec particulièrement, moi c'est surtout Platon, et on peut dire effectivement le stoïcisme, hein, qui est une des philosophies grecques où on insiste le plus sur l'éthique. Donc du coup sur cet aspect très incarné de la philosophie. Et moi je pense que c'est là que la philosophie elle peut servir à quelque chose, ouais. Parce que c'est la question que tu posais. Moi je pense que effectivement la philosophie ça m'a permis de traverser beaucoup d'épreuves. Et par exemple dans le stoïcisme il y a des vraies leçons de vie, de sagesse qui peuvent t'aider effectivement à traverser certaines périodes. Et du coup simplement pour citer un dernier auteur de l'Antiquité, parce que là j'ai travaillé mes cours et j'ai relu ça. C'est Épicure. Épicure. Voilà, en fait, Épicure, c'était un grand philosophe qui a écrit des dizaines et des dizaines de bouquins énormes. Finalement, on en a récupéré 3. Et en fait, c'est des lettres qui font même pas 10 pages. Donc c'est des textes qui sont d'une brièveté et d'une efficacité. Justement, quand on parle de l'aspect abstrait de la philo et puis l'utilité que ça peut avoir, il faut savoir qu'il y a aussi des textes en philosophie qui sont pas destinés à des philosophes. En gros, là, les textes d'Épicure, c'est des lettres qu'il a envoyées à des gens qui n'avaient pas le temps de faire la philo. Mais il a dit, voilà, moi, je vous fais une lettre où là, je vous explique en gros les gros éléments du système et je vais vous apprendre à mieux vivre en 10 pages, quoi. Excellent. Et donc, ça fera partie aussi des conseils de lecture, mais peut-être ça, on pourra faire un peu à la fin. Mais du coup, voilà, on a ces courants. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que moi, du coup, je peux m'étendre sur ces sujets. Du coup, on a l'existentialisme. Là, c'est plutôt un courant contemporain auquel on peut rattacher Camus, là, dont je parlais avant, si on a envie, avec notamment un auteur, Søren Kierkegaard, un philosophe danois, qui, en l'occurrence, était protestant. Oui, parce qu'il y a ça aussi, on peut faire de la philosophie tout en étant religieux, comme on peut faire de la philosophie sans être religieux. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça peut s'accorder potentiellement, mais en tout cas, c'est deux sphères différentes. Donc là, c'est plutôt une réflexion qui pose les questions un peu de la modernité, quoi. C'est-à-dire la question du sens de l'existence, par exemple, après 2 guerres mondiales, après des histoires terribles comme ce qui s'est passé en Allemagne, et il y a bien d'autres histoires dans le monde que ce qui s'est passé en Allemagne, mais voilà, enfin vraiment, après toutes ces horreurs du XXe siècle, au bout d'un moment, il y a des gars qui ont commencé à se dire, mais est-ce que ça a un sens seulement tout ça, quoi? Parce qu'on croyait dans l'essor de la société occidentale, dans l'essor technique de la société, et en gros, une des dernières finalités de ces sociétés, c'était le totalitarisme, des choses comme ça. Bon, voilà, il y a ce contexte-là. Et dernière vague qui m'intéresse moi beaucoup, c'est la philosophie de la nature, mais du coup aussi la philosophie écolo, avec là un auteur, encore un scandinave, Arne Næss, ça s'écrit A-R-N-E-N-A-E-E-S-S. Bon, je dis parce que c'est un peu compliqué pour que vous puissiez chercher. Il peut y avoir des petits articles, des petites vidéos sur YouTube. Je vous encourage à aller voir ça parce que c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Et c'est marrant, c'est des courants qui sont un peu liés à ton histoire personnelle. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. On peut faire un pont avec ta sensibilité avec la nature que tu as eue. Exactement. Du coup, le stoïcisme, l'existentialisme, toutes ces questions que tu t'es posées et ce qui t'ont aidé aussi, quoi. C'est super intéressant. Finalement, on revient à la base. Hein. Ouais, tu as vu, tout est cyclique, tout est connecté. C'est un bon système. Là. C'est un bon système, On s'était un petit peu arrêté au lycée, du coup. Ouais, lycée, pour revenir un petit peu au parcours, on relie à chaque fois, on quitte un peu zigzags, on fait des zigzags, mais c'est pour étayer le propos aussi, hein, c'est intéressant.
On est peut-être maintenant en terminale, je pense que c'est Ouais, ça. là, on arrive à ce moment-là. Terminale, Ouais. c'est la philo qui t'intéresse, tu es sûr de vouloir faire Ouais, ça. ouais. Ah ouais, vas-y, bah continue. Et comment t'as été du coup à la DAS, comment ça s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta... Bon, comment j'en suis sorti après là, comment dire, c'est-à-dire que du coup j'ai eu mes 18 ans. J'ai choisi de ne pas, tu sais, accepter ce statut dans lequel, après avoir été à la DAS à tes 18 ans, tu es financé encore. Tu vois, ils te jettent pas non plus totalement à la rue au début T'as une pour bourse, tes quoi, c'est études. ça, En gros, c'est l'équivalent Ouais. d'une bourse. Sauf que le problème, c'est que tu as un suivi qui est beaucoup plus grand qu'avec les bourses Crous, etc. Et ça m'aurait aussi coupé le droit à ces bourses-là. Bref, moi, j'étais en besoin d'émancipation vis-à-vis de ce milieu-là. Tu vois, forcément, c'était aussi une violence pour moi de... bon, t'es un peu... comment dire, quand t'es placé à la DAS, tu perds ta liberté parce qu'en fait, t'es mineur et au bout d'un moment, il y a un signalement qui se fait. Tu choisis plus rien, en fait. T'es représenté par... des gens, des assistants sociaux, tu vois, mais qui font leur taf très bien, mais simplement, bon, t'avais un sentiment pas cool là-dedans. On m'a très bien accueilli, mais bon, t'essayes de quitter ça. Et en gros, j'ai eu l'occasion, parce que comme tu l'as compris, au niveau familial, le problème, c'était surtout au niveau de mon père. Oui. Et en fait, après ça, à mes 18 ans, avec ma mère, qui s'est battue, on s'est démerdé, on a trouvé un petit chalet là dans la montagne, là où on habitait, et on a vécu encore 1 an ensemble. Après, on était 4, il y avait 2 chambres. C'était pas facile, tu vois. C'était vraiment une vieille baraque un peu, et en même temps, j'ai d'excellents souvenirs parce que c'était des moments de cohésion familiale. Moi, c'était l'année juste avant de partir à Strasbourg, donc c'est le moment où j'étais le plus proche, plein milieu de la nature. Voilà, donc ça c'était très bien, mais du coup voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en gros, j'ai terminé mon année de première, j'étais encore à la DAS, j'ai eu mes 18 ans, je suis sorti et j'ai pu de nouveau vivre avec ma mère en famille, etc., qui avait réussi à se sortir de ce cadre un peu compliqué. Un peu compliqué, voilà. ouais, du coup. C'est ça. Et du coup, ouais, j'ai rencontré ma prof de philo en terminale, avec qui je suis ami aujourd'hui, que je salue, qui m'a donné plein de conseils super là pour préparer mes cours. Donc ça, c'est vraiment cool aussi, même si ça doit lui donner un petit coup de vieux aussi, quoi. Mais moi, pareil, si un jour j'ai la chance d'avoir des élèves qui font des études de philo et qu'un jour ils sont profs, je vais me dire waouh. Parce que bon, voilà, j'ai quand même fait 7 ans de fac, hein, donc c'était long aussi, Bien, tu vois. 7 ans. Ouais, j'ai fait 7 ans, c'était un peu long. Mais j'ai joué le rab, hein, parce qu'en fait, là, le concours, je l'avais déjà eu l'année d'avant et j'avais essayé d'avoir un autre concours qui était l'agrégation. Oui, ok. Mais du coup, voilà, pour revenir sur la terminale, bon, bah, philo, grosse découverte, quoi. C'est-à-dire que bon, moi j'étais en L, donc c'était 8 heures ou 9 heures de philo par semaine, méga coefficient, tu vois, mais ce qui n'empêchait pas les 2 tiers de la classe n'en avoir pas grand-chose à faire non plus, tu vois. Ouais. Mais on était un groupe d'irréductibles, on était plutôt intéressés, pardon. Et ouais, j'ai apprécié, quoi. C'est-à-dire la philo en terminale, t'es amené à t'interroger sur plein de sujets, comme on dit, en fait, l'existence humaine, quoi, en général. C'est-à-dire la politique, d'un seul coup, tu te demandes. On parle de justice, mais la justice, c'est un produit de la loi, donc c'est. Enfin, il y a plein de questions énormes, tu vois, sur le bonheur. D'un seul coup, tu t'interroges. Là, mon cours sur le bonheur avec mes élèves, le premier cours, c'est faut-il satisfaire tous ses désirs pour être heureux? C'est vrai qu'on est dans une course au bonheur et peut-être qu'à un moment on peut s'interroger est-ce qu'il y a des désirs qu'il vaudrait mieux pas ne pas suivre. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très utiles. Moi, je crois en plus quand j'avais 18 ans, j'étais dans des questions de fou, tu vois. C'est vrai. Et à ce moment-là, moi, ça m'a trop parlé. Et au contraire, j'ai jamais ressenti ce truc trop abstrait avec la philo. Mais je pense que voilà, j'avais un intérêt pour ça. Et puis le fait aussi que j'avais toutes ces expériences, ça faisait que les raisonnements un peu abstraits, mais abstrait, il faut comprendre ce qu'on dit par là. Ça veut dire c'est un peu rationnel, on utilise des concepts, des trucs comme ça. En fait, pour moi, c'était pas abstrait parce que ça me permettait de penser mon vécu. Alors pas tout, toujours, il n'y a pas tous les chapitres qui m'intéressaient. Même là, je prépare mes cours, il n'y a pas tous les chapitres qui m'intéressent non plus, tu vois. mais voilà, ça a vraiment eu cet effet-là, quoi, quand j'ai eu 18 ans. Et c'est pour ça, moi, je pense que quand c'est bien fait, les cours de philo, quand tu as 17-18 ans,
si tu rends ça abordable, et c'est ce que j'essaye de faire moi dans mon travail de préparation, je pense qu'il y a plein de jeunes, et même nous, enfin même toi où tu disais ça n'a pas trop marché, forcément à 17 ans, on se pose énormément de questions. Et la philo peut vraiment être, alors peut-être pas répondre, mais en tout cas nous armer pour essayer de développer une réponse personnelle qui soit la plus rationnelle possible, quoi. Voilà. Très intéressant. Ouais. Après, je pense que ça t'a intéressé aussi parce que tu avais peut-être un autre vécu que tes camarades. Peut-être aussi plus chargé, donc ce qui te parlait un peu plus. Il y a un peu de ça. Moi, je pense qu'il y a un lien entre mon parcours de vie et mon parcours en philo, ce qui est peut-être un peu moins le cas pour d'autres. Moi, j'ai un rapport assez, comme dit, je m'intéresse à l'éthique, enfin du coup à l'aspect incarné de la philo. Il y a des gens qui se prennent en fac de philo pour des scientifiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils font des démonstrations, ils font des machins, ils sont objectifs. C'est pas exactement ma pratique personnelle de la philosophie. Voilà. Donc après, tu arrives à Strasbourg, tu commences tes études, je pense que tout se passe bien pour toi. Ouais. Tu étais un peu dans ton élément, on va dire. En fait, c'est-à-dire que, première année, déjà, j'avais eu la chance de bénéficier d'une bourse d'État. Moi, j'ai eu une bourse d'État tout le long de mes études. Donc sans ça, j'aurais jamais fait d'études. La France, voilà. Voilà. Et puis après, ça justifie aussi soi-même, quand on prend un peu de l'âge, de comprendre pourquoi on paye des impôts. C'est parce qu'il y a un système de solidarité aussi, d'un certain point de vue. Enfin, je pense qu'il faudrait communiquer un peu plus là-dessus, quoi, sur ce que tu payes quand tu... ce que tu payes pas quand tu vas à l'hôpital. Ça nous ferait aussi un peu... Enfin bon, on va pas parler de ça maintenant. Mais du coup, et j'avais bénéficié aussi d'une autre bourse, mais là d'une fondation privée, d'une grosse entreprise qui fait un peu d'aide sociale, enfin des trucs comme ça. Donc première année, j'étais vraiment en condition optimale. J'avais pas besoin de travailler, alors que tout le reste de mes études, j'ai bossé, tu vois. Et du coup, je passais littéralement toutes mes fins de journée jusqu'à 22h, enfin pas tout, je sortais boire un verre une fois ou deux fois par semaine, mais le reste des soirs de la semaine, j'allais à la bibliothèque jusqu'à 22h. Je faisais pas la fermeture des bars, mais des bibliothèques. Trop bien. Incroyable. Et je bouquinais, quoi. Il fallait lire Platon, c'était des bouquins énormes, et je bouquinais. Et alors, je sais pas si c'était si facile que ça pour moi, mais je pense que du fait que j'ai bossé comme ça, j'ai très rapidement eu des résultats plus ou moins corrects, mais c'était pas joué d'avance au début, hein. C'est-à-dire que j'ai progressé quand j'étais en bac L, en première, en terminale, mais j'étais pas non plus excellent, quoi. Mais après, c'est à force de travail. C'est que tu as beaucoup travaillé aussi pour acquérir une base solide, quoi, en fait. Finalement. Ouais, totalement. Et puis en arrivant à la fac, tu te prends encore une claque de niveau, quoi, parce que c'est encore autre chose, faut travailler en autonomie. Donc je pense que j'ai énormément appris, et je pense que c'est la première année de fac qui a été décisive pour moi. C'est là où j'ai pris tous les automatismes. C'est là où j'ai développé des habitudes de travail, quoi. En gros. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter? Est-ce que tu as des questions sur la fac ou Après, tu as déroulé, tu as L2, L3, et comment après tes soucis personnels, est-ce qu'ils nous ont continué à t'affecter autant? Et tu avais toujours ça, je pense, en toile de fond, finalement. Ça a suivi. Ça a suivi, quoi. Il y a eu des moments de calme aussi, quoi, heureusement, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc bon, j'ai eu quelques années d'accalmie au niveau de la situation personnelle. Maintenant, ce qu'on peut juste dire, et ça fait le lien aussi sur la fac de philo, c'est quand tu viens pas de ce milieu. Bon, c'est un milieu très fermé, quoi. On peut en parler. C'est un milieu très élitiste, parce que bon, voilà, il y a la question de l'université, mais la philo, l'institution qui gère la philo, les universités de philo, etc., c'est un peu à l'ancienne, tu vois, c'est un peu une espèce de vieil élitisme, quoi. Enfin, il y a gardé une espèce d'élitisme du siècle dernier. Moi, j'appelle ça un peu comme ça, tu vois. C'est l'impression que dans j'ai. Le fonctionnement dans le fonctionnement, dans la notation, c'est assez dur. Enfin, le bac de philo, c'est une des épreuves où il y a les moins bonnes notes. C'est des épreuves qui notent le plus dur aussi, tu vois. Enfin bon, bref, voilà. Juste simplement pour dire que c'est un milieu un peu fermé et qu'il faut y aller. Et que c'est pour ça aussi qu'il faut aller passer ses nuits à la bibliothèque. Parce que certains qui ont peut-être déjà une culture un peu classique, toi tu l'as pas. Et en fait, si tu veux passer les années, il faut que tu l'apprennes. Donc il faut apprendre un peu aussi cette culture, lire les bouquins, les grands romans, Dostoïevski pour les citer en machin. Tu vois, c'est un peu con, mais il faut passer par là. Et du coup, ensuite, pour ce qui est des difficultés, la dernière grosse difficulté que moi j'ai vécue, du coup c'était il y a 2 ans et demi. Ça a été effectivement de vivre le deuil
2 deuils consécutifs et 2 deuils qui étaient rendus d'autant plus lourds que donc c'était d'abord ma grand-mère et ensuite 9 mois après mon père. C'était des deuils suite à des suicides en fait. Et donc là, on atteint encore un autre niveau dans les galères et tout parce que ça c'est très violent. Ouais, très violent. Et toi qui es l'aîné d'une fratrie, t'avais... Ouais, carrément. Après, après on a fait bloc avec mes frères, avec ma mère, mon petit frère le plus jeune qui a dû vivre ça encore mineur, tu vois. C'est encore un autre niveau. Moi, j'avais 22 ans, un truc du genre. Bon, voilà, ça c'est le truc le plus violent que j'ai vécu de ma vie, quoi. C'est-à-dire en fait, tout simplement, c'est l'interruption de la question de la mort dans la vie d'un jeune homme, tu vois. Enfin, je veux dire, on sera tous amenés à vivre le départ de certains proches, mais à cet âge-là, de manière aussi violente. Brutale, ouais. Oh, tu te prends quand même, avec tout ce contexte aussi derrière, tu vois, dans lequel tu as évolué, toi, plus jeune, bon, tu prends quand même un sacré coup dans la caboche. Et surtout que là, ça touche à des trucs mais qui ont un peu un lien avec la philo, hein, je pense, d'une certaine manière, genre le sens de la vie. Genre, c'est quoi le sens de tout ça? S'il se passe des trucs aussi horribles, est-ce qu'on a encore la possibilité de croire dans le bonheur après ça? En vrai, c'est toi, des tu t'es questions. posé toujours. Comment tu étais, dans quel état d'esprit quand tu as appris ces 2 décès-là Ah bah, moi, pour le décrire, à l'époque, j'avais une expression, j'ai dit je suis sorti du monde. C'est-à-dire je faisais plus partie Tu te sentais complètement de nous. dehors, Quoi. Enfin, c'est-à-dire j'étais dans ma tête et à me poser là ces questions dont je te parle. Et en fait, qui sont des questions très violentes. Et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre si effectivement ils ont vécu, alors pas forcément des événements exactement similaires, mais des grands événements dans la vie. D'un seul coup, ça te perturbe très profondément. Tu perds tous tes repères et plus rien n'a de sens. Tu sais, tu peux passer par ce genre, de moment. Voilà. Alors moi, comment j'ai vécu ça? Alors, il y a eu 2 choses. Et ça, je suis content de pouvoir en parler. Le premier truc, et parce que en parler aujourd'hui à ce micro, c'est aussi une manière, voilà, de revenir là-dessus. Alors moi, j'ai l'impression que on peut parler du malheur en société, des situations difficiles, mais qu'il y a certaines situations dont on peut parler plus facilement ou d'autres plus difficilement. Et je crois que la question du deuil, et en particulier du deuil suite à un suicide, c'est une question sur laquelle il y a un tabou social énorme. Je ne le reproche vraiment à personne hein, quand je dis ça, parce que forcément il y aura peut-être des copains à moi qui vont m'entendre. Quand j'ai essayé d'en parler au tout début, j'ai essayé d'avoir ce réflexe d'en parler. Et en fait, j'ai vu dans le visage des gens une espèce de gêne terrible, tu vois. C'est-à-dire, mais en fait, comme moi, j'avais pas de mots pour en parler, et les gens, ils avaient pas de mots non plus. Et en fait, c'est normal, tu vois. Alors, personne ne m'a envoyé chier, on a accueilli ma parole. Mais j'ai eu ce truc où je me suis un peu isolé socialement. Parce que tu avais le sentiment que les gens étaient gênés, ne comprenaient pas forcément, ils avaient peut-être peur de parler d'être maladroit, c'est ça? Ouais, il y a de ça. Et puis moi, j'étais tellement là-dedans. Et puis tellement, comme je te dis, je suis sorti, je faisais plus partie de ce monde-là, tu vois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le small talk, le fait de faire la conversation. Je pouvais plus, tu vois, parce que moi, dans ma tête, j'étais dans des trucs de fou, tu vois. Enfin, j'ai dû gérer aussi oui, tout ça, des organisations, des trucs, machin, très compliqués. Donc, en fait... Oui, un sentiment d'isolement. Alors peut-être dans lequel tu te places toi-même, mais je pense que ça vient aussi d'un truc social, quoi. Simplement, il y a des tabous, et je crois que le suicide en fait partie. Ouais, bien sûr. Il y en a qui vivent ça comme une trahison, peut-être, tu vois, ou un... moi, je sais pas comment toi tu l'as... T'as subi un énervement. Je suis passé par toutes les étapes, c'est-à-dire, et même encore, j'ai pas fini. Moi, je pense... que le deuil, en tout cas là, ces deuils-là, il n'est pas fait. Et en fait, il sera jamais vraiment fini. En fait, c'est des histoires dont je vais jamais m'arrêter d'y repenser. Je pense, tu vois, et ça fait partie de ma vie. Et d'une certaine manière, c'est important pour moi aussi de penser à mon père. Alors, bien sûr, je pense aux bons souvenirs, aux souvenirs d'enfance, etc. Mais je suis aussi obligé... Voilà, il y a une chanson de Benjamin Biolay que j'apprends à reprendre au piano en ce moment, qui s'appelle « Ton héritage ». Et voilà, c'est aussi un peu ça. Parfois, l'héritage qu'on a dans la vie, c'est aussi hériter de certaines histoires et puis apprendre à vivre avec, quoi. Ouais. Mais du coup, je suis passé par tous les états, hein. La colère, la déprime / dépression, parce qu'avant on parlait de la différence. Voilà. Je sais pas, tu vois. Moi, j'ai fait une erreur, je crois. C'est qu'au début, je me suis focalisé à 200% sur les cours, en me disant,
j'étais en train de rédiger mon mémoire, je préparais les concours, etc. Tu vois, en me disant, si maintenant je vais voir un psy, si je commence à en parler, je vais péter un plomb et je vais tout lâcher. C'est vrai. Et moi, ma solution, ça a été, en fait, du coup, j'ai pas consulté au début. En fait, ce qui n'était pas une bonne idée, je l'ai fait par la suite. En fait, c'est totalement normal. En fait, après tes concours, tu as décidé de. Ouais, un peu plus tard, quand ça s'est calmé, bah voilà, simplement discuter. Et en fait, souvent, il y a un tabou général, parce que là, on parle du tabou du suicide. Il y a un tabou général autour des problèmes psy, qui en fait sont aussi parfois des vrais problèmes de santé. On l'a dit, parfois, c'est organique, quoi, c'est physiologique. Bien sûr, mais c'est une maladie. Et puis des fois, tu as aussi tout simplement des vécus qui sont pas évidents et tu as besoin d'en discuter. Parce que, comme dit, tu peux pas en discuter avec tout le monde et même ça n'a pas d'intérêt. Voilà, simplement. Mais moi, ça a été ma solution. Je sais que ça a été la solution de certains de mes proches aussi, de vraiment se mettre à 200% dans le taf. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais mon mémoire. J'ai majoré sur le mémoire. J'ai eu 19. Mon mémoire, l'année d'après, il a servi d'exemple pour les cours de méthodologie, pour expliquer aux autres. Voilà, du coup. Mais aussi, bon, tu as capté que moi, dans mon rapport à la philo, aux études, j'ai un truc très personnel. Ouais, c'est ça, et donc, mon mémoire, et c'était un sujet perso. J'ai dédié... tu sais, tu peux faire des petites dédicaces au début. Moi, je l'ai dédié à mon père et à ma grand-mère. Voilà, tu vois, il y avait aussi une histoire personnelle vis-à-vis de tout ça. C'est hyper touchant. Hein. C'est grave touchant. C'est hyper intéressant. En fait, t'as pas fait ce qui est bien, ce qui est génial, ce qui rend le truc intéressant, c'est que t'as pas fait ces études-là par dépit, en fait. C'était des vraies études de quête personnelle, finalement. Quoi. Ouais, en fait, carrément. C'est ça qui est c'est hyper dramatique, mais en fait, le décès de ton père, ta grand-mère, ça intervient à la fin de tes études, finalement. Et peut-être au moment où... C'est la nouvelle vie, quoi, finalement. Ouais. C'est la fin d'un cycle laborieux, douloureux, qui est encore douloureux aujourd'hui, mais qui ouvre aussi une nouvelle porte et totalement. Une nouvelle vie, quoi. Et je dis pas que y a juste la philo, enfin il y a plein de trucs. En fait, il y a tous les domaines à partir du moment où tu te lances à fond, c'est un truc de construction personnelle et tout, tu vois. Mais c'est vrai que moi je me demande comment j'aurais vécu tout ça si j'avais pas ce petit bagage, ces habitudes-là de réflexion, cogiter un peu, tu vois, enfin de manière un peu machin, mais aussi de mettre à distance. Parce que quand tu fais de l'abstraction, l'avantage c'est que c'est un peu plus loin aussi, tu vois. Bien sûr, donc moi ça a été ma manière à moi de gérer. Et dans ma famille, ils n'ont pas fait de philo, ils ont utilisé d'autres trucs, tu vois. Ouais. Moi je veux dire simplement dans mon parcours, je sais pas comment j'aurais fini sans ça. Encore une fois, tu vois. Moi c'est vraiment ça m'a construit, quoi. Ouais, ça t'a construit et ça t'aide encore aujourd'hui. On va peut-être embrayer le pas du coup sur un petit peu la relation de la philosophie avec le sport. Ouais, carrément, ouais. Le sport a aussi une importance particulière, peut-être dans ta jeunesse, parce que tu as pratiqué un certain sport, tu as toujours été plus ou moins sportif avec des temps d'arrêt, tu as pratiqué, et tu t'as repris récemment. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre ? Comment tu peux le relier avec la philosophie ? Quel est le lien aussi historique du sport et de la philosophie ? Totalement. On peut parler de ça et conclure peut-être là-dessus après avec les conseils de lecture et ça marche. Tout ça, quoi. Super, ok. Du coup, moi, la pratique du sport, c'est justement, ça fait partie des bons souvenirs dont je parlais avec mon père, quoi. Avec ton père, parce que c'était lui qui était passionné, qui était sportif. Disons quand la maladie ne l'empêchait pas de l'être. Mais moi, j'ai des souvenirs. J'ai accompagné mon père marathon de Venise. Il avait fait, je crois, une course ultra trail, tu sais, les Templiers. Je sais plus où c'est, dans la diagonale du vide, certainement quelque part, une course de 70 km. Il avait couru 24 heures. Je me souviens encore l'avoir vu à l'arrivée. Donc il y a eu, en plus de la part de la figure paternelle, qui est forcément un exemple, une importance du sport. Lui, c'était surtout la course à pied. Après, quand j'étais gamin, il était aussi moniteur de snowboard au club vosgien. Tu sais, on partait à la Bresse. Et du coup, c'était mon père qui donnait les cours. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le sport, c'est souvent en fait, des souvenirs comme ça. Déjà, quand on parle de l'enfance, quoi, des souvenirs de partage avec mon père. Aussi des souvenirs d'un lien avec la nature. Hein. Comme dit, moi j'ai grandi dans les Vosges. Pour courir, c'est quand même le top du top, tu vois. Enfin, moi je cours un peu de temps en temps à Strasbourg. C'est très bien le running en ville, mais j'ai une petite préférence pour la montagne. Je crois que tout le monde. Voilà, donc c'est ces souvenirs-là, quoi, vraiment de. Mais aussi, là, les sports dont je parle, en tout cas la course à pied, c'est avec d'autres, hein, bien sûr, du coup, la muscu, poids du corps, etc. Des sports qui coûtent
Que dalle, quoi. C'est Ouais, des qui sont faciles d'accès, activités qui, en l'occurrence, sont très accessibles. Du coup, c'est très populaire aussi, quoi. Bien sûr, ouais. Courir, faire de la muscu au poids du corps, déjà dans un premier temps, et puis ensuite, voilà, tu as d'autres manières de faire. C'est sûr, c'est facile d'accès, mais c'est pas pour ça que les gens en font non plus. Oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a rapproché après de nouveau de l'activité physique? Pourquoi tu as eu envie de reprendre? Ouais. ça Comment j'ai repris? J'ai repris il y a pas longtemps, hein, Oui, quand on s'est vu, donc on va parler de ça aussi. Oui. Moi, j'ai arrêté bêtement, hein, le sport, c'est-à-dire quand j'ai eu l'âge d'être au lycée, j'ai commencé à faire moins de sport et à tirer ma dopamine. Voilà, enfin plutôt, c'est con, quoi. Tu te mets fumer des clopes, machin, tu vois. Enfin, tu fais pas de sport, tu rentres dans un mode de vie sédentaire. Et du coup, pendant toutes ces années d'études, je suis quand même resté assis hyper longtemps, quoi. Tu vois, le travail de recherche, tu lis dans des bouquins, tu es à la bibliothèque, tu es machin. Donc au bout d'un moment, petits soucis au dos qui se sont rajoutés à ça. Puis bon, simplement, au bout d'un moment, voilà, j'ai 26 ans. Je sens bien que mon corps, aujourd'hui, ça va. Mais je sens aussi que si tu fais pas d'efforts, si tu t'entretiens pas, tu risques de vieillir un peu plus mal. Puis moi, il y a aussi un autre aspect, c'est que souvent, je fais des variations au niveau de mon poids. Je perds un peu de poids, je gagne un peu de poids, et ça justement avec le sport, en fait c'est à la fois le sport, le fait que tu dépenses beaucoup et du coup tu t'imposes un certain régime alimentaire, ça m'a à nouveau un peu plus stabilisé de ce point de vue-là. Donc en fait ça débloque aussi pas mal de trucs dans la vie, tu vois. Enfin là ce truc du poids, de la bouffe, etc. Tu vois. Enfin ça a débloqué ça aussi, quoi. Ok. Et du coup on brille pas sur revenir un petit peu sur l'historique, de la philosophie et l'activité physique, etc. Partir un petit peu sur ça, si tu veux en parler. Ça peut être intéressant aussi pour partir de l'historique, en fait. Totalement. On peut parler un peu du contexte grec. On va parler aussi à la fin des stoïciens. On va faire un truc comme ça. Du coup, pour le contexte grec de la philosophie, mais aussi peut-être d'une certaine manière du sport tel qu'on le connaît nous aujourd'hui. Parce que bon, moi je crois que la pratique du sport, j'ai pas fait de recherche en anthropologie sur ce sujet, mais j'imagine que le sport, on l'a quasiment toujours pratiqué à partir du moment notamment où il y avait des corps armés dans les organisations politiques. C'est-à-dire que vu qu'on fait pas la guerre tout le temps, pour prévoir la guerre, on va avoir une activité sportive. Moi je pense que, et avant ça, tout simplement, on avait d'autres activités sportives, on travaillait la terre, on se baissait, etc. Tu vois. Mais je pense que le sport tel que nous, on peut le connaître aussi, je pense qu'il a à peu près la même origine que la philo, et puis c'est ça qui est en débat et on peut en discuter. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte antique de la Grèce, donc il y a 2500 ans, c'est la démocratie athénienne. Et nous, on se revendique beaucoup de la démocratie athénienne en disant, voilà, la démocratie française, elle s'inspire de ça, etc. Bon, on a l'impression démocratie, ça veut dire pouvoir au peuple. C'est exactement ce que ça veut dire. Sauf que les Athéniens avaient une acceptation très précise de ce que voulait dire peuple. En fait, le peuple, c'était les citoyens. Et les citoyens nous représentaient, je sais pas moi, un tiers des habitants d'Athènes, tu vois. Et donc les autres habitants, c'était soit des métèques, donc des étrangers qui n'avaient pas de droit, soit des esclaves. Et donc en fait, il faut comprendre que pour les Grecs, la pratique d'activités telles que l'art, la politique, la philosophie et d'une certaine manière le sport, elle est fondée sur ce statut du citoyen. Et pourquoi le citoyen peut faire ses activités et pas les autres ? Précisément, et ça c'est un peu malheureux, et c'est une lourde histoire qu'on a aussi, c'est parce qu'il a des esclaves, parce que le citoyen a des esclaves. Bien sûr, c'était pareil après avec l'aristocratie anglaise, c'est eux qui ont apporté tous les sports, l'aviron, le foot, etc. Voilà. C'était pareil, eux ils avaient le temps de pratiquer parce qu'ils avaient leurs esclaves, c'était pas forcément des esclaves, mais leurs ouvriers, quoi. Ouais, exactement. Ce qui leur laissait le temps, eux, de se développer sportivement. C'est ça, sportivement, et en fait d'une certaine manière de développer toute forme d'activité qui n'est pas une activité servile. C'est-à-dire servile, ça semble très négatif. C'est-à-dire une finalité qui n'a pas d'autre, une activité qui n'a pas d'autre finalité qu'elle-même. Par exemple, là, je pense à la philosophie. En philosophie, on cherche la vérité pour l'amour de la vérité. Dans l'art, on fait de l'art pas pour vendre à la base, même si aujourd'hui ça ressemble à ça, le monde de l'art, tu vois. Il y a un business autour de voilà, forcément. Mais à la base, on fait de l'art pour faire de l'art. Et l'art, justement, ça n'a aucune utilité. À quoi sert un tableau ?
décorer, quoi. Ou à permettre du coup une espèce de contemplation, mais du coup qui est très éloignée de nos besoins quotidiens, du fait qu'on a besoin de manger, de construire des maisons, etc. Bien sûr. Et en fait, toutes ces activités-là, elles ont pu être développées telles qu'elles le sont dans nos cultures actuelles, parce que les citoyens avaient des esclaves qui cultivaient le champ pour eux, et eux, du coup, ils avaient du temps. Et ce temps libre, les Grecs avaient un mot pour le décrire, c'est le mot skolé. Et le mot scolé, c'est celui qui a donné scolaire. Et donc, nous, quand on pense scolaire, on pense, oh là là, on est obligé d'aller en cours. Enfin, forcément, on a tous été à l'école, etc. Tu vois. Et en fait, le terme est très positif. Et, enfin, très positif au vu de l'histoire. Hein. Je prends des pincettes, bien sûr. Mais en tout cas, c'est plutôt un terme qui valorise ces activités-là comme étant des activités qui n'ont pas de finalité de nous nourrir, d'entretenir quelque chose. Quoi. C'est des activités qui ont leur valeur en elles-mêmes. En fait, c'était pas des activités récréatives pour un passe-temps, quoi. Ouais. Mais en même temps, il y a quand même cette idée, et tu vas me dire, dans le sport, dans la philo, il y a une espèce d'exigence. On essaye d'atteindre le meilleur. Donc c'est pas non plus du jeu. Tu vois, le ludique n'est pas le scolaire, mais en sachant que les deux peuvent se croiser. Bien sûr. Puis moi, je me sers plein de moyens dans mes cours pour essayer de rendre ça plus amusant et tout, tu vois, bien sûr. Le jeu participe à l'apprentissage. Hein. Voilà. C'est un objectif. Le jeu n'est pas... Il y a un objectif dans le jeu. Exactement, voilà. Mais après, il peut y avoir des jeux totalement pour le plaisir aussi, tu vois. Bien sûr, les deux. Voilà. Mais du coup, ça, c'est vraiment le contexte dans lequel c'est né un petit peu cette pratique. Mais tu sais, des Jeux Olympiques. Oui, alors disons... on est en plein dedans. Et puis pour le lien avec la philo, Platon, un des premiers grands philosophes, quoi, celui que j'aime beaucoup, il était champion olympique. Platon, c'est pas son prénom. D'ailleurs, je sais plus ce que c'est son prénom. Platon, c'est un surnom qu'on lui a donné suite à sa victoire à l'épreuve de lutte aux Jeux Olympiques. Platon, ça veut dire le large d'épaule. D'accord. Le bonhomme. Le bonhomme. Mais du coup, ce qui veut dire aussi que il faut pas penser dans l'Antiquité une distinction entre le sport et la philosophie. Ça va ensemble. Du point de vue des Athéniens, le citoyen, il devait se développer totalement. Spirituellement et physiquement. Exactement. En fait. Mais comme aujourd'hui, en fait. Pour être complet, l'objectif, moi, de ce podcast, c'est d'essayer de sensibiliser les gens au sport, à l'activité physique, et aussi à la spiritualité, entre grands guillemets, avec la philosophie, le développement personnel, la croissance personnelle. Quoi. Totalement. Donc c'est un double objectif. Je pense qu'il faut voir les deux accorder de l'importance aux deux pour que l'humain s'élève, quoi, qu'on s'élève en fait. Et c'est super intéressant parce que aujourd'hui on utilise le sport comme un médicament en fait, parce que pour plusieurs objectifs. Il y a le côté performance d'un côté, oui. Il y a le côté santé de l'autre côté, hygiène de vie, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, on s'en sert comme un médicament pour des gens aussi qui n'ont pas pu pratiquer l'activité physique, qui n'ont pas eu cette éducation dans leur jeunesse parce qu'ils viennent peut-être d'un milieu un peu plus défavorisé et qu'on n'a pas mis ça en premier dans leur éducation, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai rôle, tu vois, de santé publique même, tu vois, face à l'obésité, face à tout ce qui se passe actuellement, la sédentarité. Toi, t'en parlais avant, c'était alors pour le 90% du temps dans ta journée presque. Hein, c'est clair. Si on regarde. Donc c'est marrant le parallèle entre les deux, quoi. Là, totalement. Enfin, là, du coup, ce que tu décris, la nécessité de se développer des deux points de vue, quoi, l'aspect spirituel, réflexion, pensée, etc., et l'aspect physique. Moi, je l'ai expérimenté dans mon corps. Hein. Ça, d'ailleurs, au bout d'un moment, j'avais mal au dos. Et voilà, on dit un esprit sain dans un corps sain, c'est pas des conneries, quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre soin de soi. Le corps, c'est notre rapport au monde premier, c'est notre rapport aux autres, c'est notre rapport à l'expérience, à la vue, à tout. Enfin, je veux dire, le corps est central et le bien-être dans le corps, c'est un des biens les plus précieux, si ce n'est le plus précieux en fait. En tout cas, celui sans lequel plus rien n'est vraiment possible. Une fois que tu as totalement perdu c'est la condition de tout, du bonheur en fait. Hein. En revenant sur la philosophie aussi, c'est ça. Hein. Super intéressant. Et toi, du coup, dans ta pratique personnelle, quel bienfait t'as ressenti à nouveau pratiquer le sport et qu'est-ce que ça t'apporte actuellement? Est-ce que tu remarques un avant-après
peut-être même psychologiquement. Ah, mais bien sûr, alors là, l'influence de l'un sur l'autre, mais ça c'est connu, hein, c'est des questions de dopamine, de machin, etc. quoi. Puis effectivement, c'est pas des conneries, hein, t'es quand même beaucoup moins stressé quand tu fais un peu de sport. Après, des fois, c'est un peu pervers, hein, parce que t'es tellement pris par tes galères du quotidien, tu dis ouais, là, je vais pas faire du sport. Et au début, j'avais un peu de soucis avec ça. Trouver une régularité dans la pratique, c'est notamment pour ça que qu'on s'était contacté, qu'on s'est revu, qu'on a fait tout ça ensemble, voilà, de manière propre et correcte, histoire d'installer aussi certaines bases qui moi, vu que moi de toute façon je devais déménager, on s'était organisé comme ça, où tu m'as appris un peu la base pour moi me débrouiller seul. Et oui, tu dors mieux, tu es beaucoup moins stressé, même dans ton rapport à ton corps, hein, psychologiquement, tu te regardes dans le miroir, c'est pas exactement la même chose, tu vois, t'es pas dans le même rapport. T'es dans un rapport d'amélioration, bien sûr, tu deviens pas baraque, je suis pas baraque aujourd'hui. Moi, c'est même pas ce que je cherche. Moi, c'est simplement être bien dans ma peau. Enfin voilà, ce genre de choses toutes bêtes, mais qui sont précieuses, quoi. Enfin, surtout toi qui va être devant des élèves, tu vois, tu dois quand même montrer une certaine confiance en toi, tu vois, une certaine prestance, totalement, même un certain charisme, tu vois. En imposer soit par ta voix, ta prestance ou physiquement, tu vois. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est global en fait, tu vois. Mais en tout cas, une chose est sûre, le sport est une valeur, qu'il est évident qu'il faut la transmettre, quoi. Exactement. C'est clair. Après, du coup, on peut se questionner pour refaire un peu de philo là vis-à-vis de ce contexte. Si on a commencé à faire du sport, c'est parce qu'on n'avait plus besoin de cultiver les champs. Et donc effectivement, il y a ce rapport à la sédentarité qui est important à penser dans le sport, quoi. Finalement, nos modes de vie sont très néfastes par beaucoup d'aspects, les lumières des écrans, en fait ça va dans tous les sens, il n'y a que des problèmes, tu vois. Et donc effectivement, le sport, ça fait partie des moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'avoir la vie non seulement la plus saine, mais la plus humaine possible, parce que le corps, ça fait partie de l'expérience humaine. Et je crois que j'avais lu cette citation, mais il faut que je la vérifie, parce que je suis pas sûr, parce que souvent il y a des citations un peu pourries qui traînent sur Facebook, tu sais, machin, c'est un truc du genre, c'est un philosophe, quoi, et qu'en gros il serait vraiment bête de ne pas une fois au moins dans sa vie, dans le temps qui nous est donné avec ce corps qui est le nôtre, de pas essayer de l'amener à son maximum de potentialité, c'est-à-dire voir jusqu'où tu peux porter ton corps pour essayer d'en profiter le plus possible. Ça te permet de faire des super randonnées, de découvrir des trucs, de rencontrer des gens, enfin voilà, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un sens à un moment dans sa vie, même si t'as pas été très sportif comme moi, à t'y remettre? Mais il n'y a pas de honte à avoir en fait. Tu peux démarrer à tout âge, et tu auras des améliorations à tout âge, donc ça peut être que bénéfice. Et toi, j'imagine que tu as des clients qui arrivent un peu plus âgés, peut-être un peu abîmés des fois aussi. Ouais, puis je le vois à travers mon métier, des gens qui n'ont jamais pratiqué l'activité physique et même qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas eu besoin forcément de faire le ménage parce qu'ils avaient la femme de ménage, tu vois. Et ce qui, mine de rien, t'entretient physiquement, tu vois. Et je le vois et que c'est vraiment délétère, tu vois. C'est vraiment un sujet... au même titre que l'écologie, tu vois, il faut s'en soucier à fond. Bien sûr, et des fois, souvent, ça peut être lié à certains... écologie et problèmes de... par exemple, là, je pense à l'obésité, ça peut être aussi lié à des problèmes de consommation. Enfin, voilà, ça fait partie des enjeux de demain. Des enjeux de demain et qu'il faut prendre à bras le corps. Et je pense, dans la façon de sensibiliser, il ne faut pas être comme des fois ce qui est fait avec l'écologie, tu vois, on essaie souvent de te faire peur, tu vois. On passe par la peur pour te faire prendre conscience. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution parce qu'au bout d'un moment les gens se braquent, tu vois, ils disent putain c'est trop négatif, t'arrives dans un truc négatif qui est pas bon non plus, tu vois. Il faut je pense accompagner les gens doucement et les sensibiliser petit à petit, tu vois, pas par putain si tu fais pas ça tu vas avoir ça, tu vois, cette maladie là, tu vois, plus si tu fais ça tu peux avoir ça un petit peu mieux, ça va s'améliorer, tout plutôt que dire ce que tu vas si tu pratiques pas ce que tu vas avoir. Plutôt le dire, si tu pratiques, regarde ce que tu vas améliorer. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que
En fait, ce que tu dis sur l'écologie, je pense qu'on peut dire à peu près la même chose sur le sport. C'est-à-dire souvent, pour encourager certaines populations qui auraient besoin de faire du sport, à faire du sport, on va leur dire ouais mais regarde là ton dos il est quand même en train de prendre très cher. Enfin, tu vois, Bien sûr, on te fait peur, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas raison de faire peur aussi parce que si on va jusqu'au bout du truc, tu vois, mais simplement et du coup il y a un truc qui est j'ai envie de dire deux trucs. Il y a un truc qui est intéressant vis-à-vis de ça. C'est Platon qui en parle. Il dit notamment une bonne cité, une cité idéale, c'est une cité où il y a beaucoup de maîtres de gymnastique, mais il y a très peu de médecins. Et de la même manière, c'est une cité où il y a pas mal de législateurs, c'est-à-dire de gens qui écrivent de lois, mais où il n'y a pas de tribunal. Et en fait, cette distinction-là, pour Platon, c'est la distinction entre le préventif et le curatif, c'est-à-dire ce qui vient avant et après le problème. Et d'une certaine manière, le sport a bien quelque chose à voir avec la santé, la médecine, le préventif. Et bon, même une fois qu'il est arrivé des bêtises, le sport, la rééducation, machin, etc., ça a un sens aussi. Mais ce que je veux dire, là où le sport peut avoir le plus d'effet, et peut-être la philo aussi, il faut faire de la philo avant de rencontrer trop de gros problèmes dans la vie, c'est dans le préventif, quoi. Exactement. Et dans ce que tu me disais vis-à-vis du fait de faire peur, je pensais à ce que tu me disais vis-à-vis du jeu. Le jeu, il a une finalité, et c'est peut-être comme ça. Du point de vue de l'écologie, tu disais, on fait souvent très peur. Et moi, ça m'intéresse parce que l'auteur écolo, là dont je parlais, il essaye justement de développer une autre écologie, une écologie joyeuse. Une écologie qui naîtrait du plaisir qu'on prend à vivre au contact de certaines espèces, et du coup ça crée une espèce de sensibilité qui va faire qu'on va protéger. Et peut-être qu'en sport, le jeu, c'est pour les jeunes, etc. Tu vois. Je travaille avec tout type de population. Surtout avec des gamins, le jeu, ça marche avec tout le monde. Des plus âgés, des enfants. C'est vrai, t'as raison. Moi, je pensais aux jeunes, mais on pense souvent aux jeunes, mais moi, tu me fais jouer. Je suis un enfant, tu vois. Toi aussi, tout le monde. Juste l'apporter avec d'autres règles, tu vois. Mais le jeu, c'est un moyen de sensibiliser, de créer aussi même de la performance, tu vois. En allant un peu plus loin, tu vois, sur un autre versant, et même juste sur l'écologie aussi, tu vois, si on te fait des jeux sur bien sûr, il y a peut-être plein de choses à faire, il y en a qui le font, tu vois, mais on bossait beaucoup là-dessus parce que moi j'ai eu plein de petits boulots, et au bout d'un moment j'avais bossé au centre socio-culturel de la Cruteno, et en gros voilà, j'avais des jeunes, et puis on faisait éducation, le Kardec, éducation populaire, je crois que ça s'appelait, enfin en gros ça passe par le jeu, par ce genre de moyens, quoi. Faire moins peur. Ouais, totalement. Et puis aussi peut-être du coup une pédagogie fondée sur le plaisir. Et peut-être pas du coup non plus sur forcément une figure d'autorité. Moi, c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible. Une relation d'apprentissage, c'est pas moi, ça c'est encore Platon qui le dit, genre qui vient comme un vase rempli de flotte et puis on remplit les autres. Non, ça va se créer entre nous, il va falloir les intéresser. Il faut créer une certaine forme de plaisir pour apprendre. Alors déjà, soi-même, quand on a envie d'apprendre des choses, il faut se faire plaisir à soi, tu vois. Mais quand tu essayes d'apprendre quelque chose à quelqu'un, le sport, la philo, essayer de créer ce plaisir, cet enthousiasme, en fait, cette volonté d'aller vers la chose. Et c'est peut-être ça, je crois, qu'on peut transmettre, et c'est peut-être le plus précieux qu'on peut transmettre là, dans notre situation à nous, c'est l'envie de faire. C'est pas tellement je te montre comment, c'est l'envie. Donner l'envie de faire, exactement. Et on pourrait clôturer là-dessus, en fait. C'est très beau, c'est pas mal. Si pour toi c'est OK, pour moi c'est OK. C'est OK. Il y avait la question des petites références. Justement, j'allais y venir. Déjà, avant de terminer, merci à toi d'avoir partagé ton histoire qui est hors du commun, en fait. Et déjà, d'une part touchante, et la façon dont tu l'exprimes très bien, tu arrives à bien le développer et faire les liens qu'on a fait. Je suis super content d'avoir fait ce podcast en plus avec toi. Je suis très content. C'était trop bien, et franchement, je te félicite pour ton parcours, et j'espère que tu vas continuer à te développer là-dedans, et que tu vas réussir à transmettre ta passion, je sais pas si on peut appeler ça une passion, pour la philosophie, et que tu vas en intéresser plus d'un, et que faire des citoyens meilleurs. Carrément, Et puis merci beaucoup pour ton invitation. Moi je trouve le projet superbe là, en parallèle de ce que tu fais là à côté dans le sport. Je suis content de retrouver un vieux copain du lycée, d'avoir eu cette discussion, ou peut-être qu'on n'avait jamais eu de nouveau l'occasion d'aborder. On a vraiment parlé de moi, je suis désolé, ça fait un peu égocentré. Mais non, c'est le but du podcast. Mais on trouvera encore d'autres occasions, nous deux, de discuter encore, mais de ce point de vue-là, c'était très précieux, très enrichissant. Et puis, comme dit, pour moi,
J'avais parlé donc du tabou, hein, Ouais. le fait de ne pas avoir parlé de certaines choses. Bon, bah là, je crois que je viens de faire un gros truc aujourd'hui. Je viens d'avancer dans mon histoire personnelle vis-à-vis de ça. Et je te remercie de m'avoir donné Avec cette plaisir, occasion. ouais. Et c'est fait avec beaucoup de bienveillance, je l'ai ressenti. Donc voilà, merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Donc on va clôturer avec quelques références Ouais. que tu peux donner aux gens et après libre à eux de les prendre ou Ouais, pas. totalement. Alors, Donc juste avant, Ouais. si jamais je les mettrai de toute façon en lien Ouais, très bien. en dessous, si c'est des bouquins, si c'est des vidéos, pareil, je mettrai les ouais, chaînes, super. chaînes YouTube. Oui, parce que du coup, le problème au niveau des bouquins, c'est que moi, je suis en plein déménagement. Là, je pars à l'autre bout de la France pour aller enseigner, là. Mais du coup, j'ai pas pu ramener les bouquins. Alors, simplement, moi, je voulais vous parler de 3 bouquins que moi, j'ai choisis. Et d'ailleurs, tu pourrais les lire et me dire Bah, bien sûr, ce ouais. que tu en penses. Du coup, c'est des bouquins que j'ai choisis parce qu'ils sont liés à la philosophie antique, donc à cet aspect plus pratique de la philosophie. Moi, je pense que c'est bien pour entrer dedans. Puis c'est un peu Ouais, bien l'origine. Et puis, tu fais un peu d'histoire aussi. Tu remontes il y a intéressant, 2500 ans, c'est intéressant. Donc, j'ai choisi des références classiques, faciles et courtes. Voilà. Super. Donc là, j'ai 3 références de texte. Et puis après, je vais donner des références de ressources secondaires, c'est-à-dire de podcasts, de chaînes YouTube, etc., Ouais, qui carrément. peuvent permettre de rentrer dedans. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de lire des textes de philo, surtout quand ils sont bien choisis. Donc en l'occurrence, le premier texte, ça s'appelle Épicure, c'est le plus court, je crois. Hein. Ok. Donc Épicure, la lettre à Ménécée. Tous les bouquins dont je vous parle, en tout cas les 2 premiers, il y a des éditions à 2 € à la librairie. Hein. Donc là, franchement, ça vaut le coup. Souvent, c'est des éditions avec dossier, on vous accompagne un petit peu pour la compréhension du contexte, Ah oui, ok, ce genre de choses. Donc voilà, Épicure, la question, c'est la question du bonheur. Il commence le texte, et d'ailleurs, je vais commencer mon année aussi avec ça, avec mes élèves. Et il se demande, il affirme qu'il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour commencer à faire de la philosophie, c'est-à-dire Magnifique. apprendre à prendre soin de son âme. Et du coup, on peut peut-être par analogie poser Et- exactement la même chose sur le sport. Sport, exactement. Voilà, ouais. donc là, ça Jamais fait trop 10 tard, pages. ouais. C'est trop Et qu'il est surtout urgent de s'y mettre. Quoi. urgent même, ouais. Ouais, Encore donc plus voilà. actuellement avec le contexte Ouais, carrément, ouais. en France. Ouais. Si faut s'armer mentalement, psychologiquement, Ouais. et ça peut que nous élever à prendre du recul sur les événements graves qui des fois qui Ouais, arrivent ouais, aussi, quoi. sur la Et pas philo, plonger dedans non plus, quoi. sur la politique, Ouais. sur certains discours médiatiques. Là, ça a un Exactement. avantage. Hein. C'est vrai que ça construit un esprit critique. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais de ce point de vue-là, c'est quand même pas mal. Ouais, exactement. Voilà. Du coup, le deuxième texte que moi je recommande, c'est bon, on n'a pas trop parlé de stoïcisme, malheureusement, mais du coup, c'est un texte de stoïcisme, c'est le manuel d'Épictète. Ah, je l'ai acheté. Voilà, Je le donc lis. là ça fait 20 pages à peu près. Souvent c'est accompagné en dossier, Ouais. avec un autre bouquin de Marc Aurèle, mais pareil ça coûte 2 €. Franchement c'est 20 pages. Commencez par le manuel d'Épictète, c'est des petites sentences de 5-6 lignes. Bon, il faut les bosser, hein, parce que c'est des affirmations un peu fortes, tu vois, mais bon, c'est relativement compréhensible. Faut pas hésiter à relire. Hein. Ouais, carrément. Les- Là, l'idée principale dans ce bouquin, c'est les stoïciens disent, pour être heureux, il faut faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Donc en fait, ils sont assez radicaux, hein, dans leur distinction. Pour eux, ce qui dépend de nous, c'est notre âme et notre volonté, et qu'en fait, il faut qu'on applique notre volonté à ne pas suivre les désirs de gloire, de richesse. Tu vois, la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie de la maîtrise de soi, de la rationalité et de la volonté. Et c'est pour ça qu'il y a un lien avec le sport, parce qu'en sport, on apprend aussi à aller contre ces tentations premières, qui est d'arrêter son schéma de muscu pour aller manger une glace. Ouais, Tu c'est vois, ça, en ouais, gros, ouais. c'est ça, quoi. Donc pareil, en fait, c'est un peu la même logique. Du coup, les stoïciens disent... il faut pas suivre ses désirs, il faut apprendre à se satisfaire de plaisirs intellectuels, Ouais, ok. ce genre. Mais après, ils ont aussi une pratique du sport, mais aussi de l'exercice physique qui va un peu plus loin que le sport, parce qu'eux, ils allaient jusqu'à s'affamer, jusqu'à se fouetter, jusqu'à prendre des bains très froids. Enfin, tu vois, enfin, bon, aussi des trucs un peu. Se mettre dans l'inconfort Ouais, voilà, permanent. en voilà, fait, quoi. avec du coup un focal sur l'âme, mais Ouais. du coup qui passe aussi par le corps. Bon, ça peut vraiment. Je pense La que pour le construction sport, du corps. mais c'est pas un hasard qu'on retrouve ça dans le développement personnel aujourd'hui, Bien c'est sûr. qu'il y a vraiment un lien. Donc là, il faut se servir des supports dont je vais parler aussi après. Ouais. Et du coup, la dernière référence, c'est à Platon, parce que c'est un peu le big boss, quoi. Je pense que c'est un peu le meilleur, Le quoi. GOAT, quoi. Ouais, voilà. C'est l'Alcibiade. Ça s'écrit comment?
Alcibiade. Et du coup, Alcibiade, en fait, c'est un personnage, parce que du coup, les dialogues de Platon, c'est toujours des histoires qui mettent en scène Socrate, qui était du coup le maître de Platon. Et du coup, c'est Socrate qui croise Alcibiade. Et Alcibiade, c'est un mec qui vient d'une super famille à Athènes, tu vois. Il est un peu jeune, bon, il a toutes les qualités, il est beau gosse, tout le monde l'apprécie. Enfin, tu vois, c'est vraiment le mec qui a une voie tracée vers le succès, vers la vie politique, militaire, etc., quoi. Et du coup, il est en chemin. Et là, il y a Socrate qui le croise. Et du coup, t'as Alcibiade, ce jeune homme, Socrate, le vieux sage de 70 ans. T'as Alcibiade qui dit à Socrate qu'il veut aller faire de la politique. Et Socrate lui dit, mais est-ce que tu es vraiment compétent pour faire de la politique? Et pour lui poser cette question, il va dire, ok, est-ce que tu connais l'objet de la politique? L'objet de la politique, c'est la cité, etc. Donc tout un interrogatoire qui va viser à montrer qu'en fait, il est très jeune, il sait pas, en fait, tu vois. Et que des fois, souvent, on pense savoir, mais il faut d'abord commencer par travailler sur soi. Et notamment, ce à quoi renvoie Socrate, enfin Platon, du coup, c'est la même chose, les deux. Il dit à Alcibiade, mais avant de vouloir régner sur la cité, il faudrait peut-être que tu te connaisses toi-même. Le connais-toi toi-même, socratique, ça vient de là. Et du coup, en gros, c'est une invitation à nous connaître nous-mêmes selon ce qui nous définit vraiment. Et Platon pensait que ce qui nous définit vraiment, c'est notre âme. Et du coup, se connaître soi-même, c'est se connaître en tant qu'âme. Et du coup, comprendre qu'il faut apprendre à prendre soin de son âme. Voilà, il y a tout ce discours dans la Grèce antique sur l'âme. Aujourd'hui, on n'y croit pas. Mais en fait, il faut pas le prendre comme ça. C'est tout simplement, il parle de l'esprit, de la volonté. C'est pas ésotérique, en fait. Non, pas du tout. C'est très loin d'être une pratique religieuse. Vraiment pas. C'est une pratique rationnelle. Donc voilà, là, c'était les 3 recommandations. Et comme dit, par gradation, faites-le comme ça. Épicure, Épictète et Platon. Et Platon, c'est 50 pages. Mais c'est comme une pièce de théâtre, donc ça se lit facilement aussi. Ouais, du coup, tu nous as vraiment donné dans un ordre chronologique du plus petit, du plus simple, on va dire. Moi, je l'ai fait comme ça, je le pense comme ça. Et on parlait vis-à-vis de l'analogie avec le sport. Avec le sport, on va commencer. Forcément, si vous n'arrivez pas à faire 10 pompes, vous n'allez pas vous lancer dans l'objectif de faire 10 pompes. Il faut déjà en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Et après, on augmente progressivement ce qu'on appelle la surcharge progressive. On charge de plus en plus, on ajoute du volume sur le corps et votre cerveau va s'adapter, comprendre, faire des liens. Et c'est la même chose avec le sport, vos fibres musculaires vont se connecter, etc. Ouais, c'est exactement pareil, parce que souvent on a un discours sur la philo, que c'est très inaccessible, etc. Moi je pense que d'une certaine manière, ça ne l'est pas du tout, que même en fait, il vaut mieux directement aller au texte, c'est-à-dire d'aller au texte des auteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que la philo, et certains thèmes de la philo, ils peuvent être abordés, alors à droite à gauche, et justement c'est le cas de le dire, par des gens un peu militants. Alors moi, dans mes conseils que je vous donne, ma logique, c'est de vous envoyer vers les textes et de vous envoyer vers des références qui sont, disons, des références scientifiques, et pas des références qui vont se servir de la philo pour dire autre chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, parce que ça existe dans les deux sens. Donc vraiment, ça c'est mon conseil, n'ayez pas peur de lire les textes, il faut pas lire n'importe quoi, c'est-à-dire je vous mets du Kant ou du Hegel, vous allez paniquer. Là, je vous assure que normalement, si vous prenez le temps, là, à la fin de l'été ou peut-être à la rentrée, vous allez vous intéresser à ce genre de choses. Et ensuite, la logique, c'est de vous conseiller d'autres supports qui peuvent peut-être en fait vous accompagner dans la lecture des textes. Et moi, c'est comme ça que je le pense, quoi. C'est-à-dire, le principal, c'est quand même d'être un peu curieux et puis de prendre le kiff de lire des textes qui ont 2500 ans, tu vois, c'est fou. Ça fait 10 pages, c'est fou, et puis tu as des trucs qui sont encore actuels. Et du coup, en fait, il y a des super supports dont moi, je me suis servi pendant mes études pour progresser. Bon, il y a plein de podcasts ou d'émissions YouTube, etc. Donc là, je vais conseiller ceux qui, moi, ont retenu mon attention. En tout premier vient la chaîne YouTube Monsieur Phi, donc ça s'écrit Phi, PHI comme Phi de philosophie. Donc lui c'est le premier YouTubeur philo en France, hein, c'est très carré. C'est un ancien prof, donc pour le coup le sérieux, etc. Il est vraiment là et il a vraiment une pédagogie aussi, tu vois. Il y a ces aspects-là. Après il y a d'autres chaînes YouTube. On avait parlé du Percepteur. Moi il y en a pas mal. Il y a le France Culture, hein, je sais pas si tu l'as dit. Voilà, et après France Culture, du coup, ça c'est le dernier truc que je voulais recommander. Ça c'est un peu à côté parce que c'est pas sur YouTube. En gros, il faut aller sur le site de France Culture, hein, c'est le service public, c'est gratuit, on peut en profiter. Alors il y a toujours eu une émission de philo sur France Culture, mais là elle a changé il y a 2 ans. Donc là j'ai 2 références, du coup l'ancienne émission et la nouvelle. La nouvelle, ça s'appelle Avec philosophie.
Et donc là, le format, c'est souvent, ça aborde des questions plus ou moins d'actualité. Et puis elle invite 2-3 spécialistes en philo, mais pas que, dans d'autres champs disciplinaires aussi. Et du coup, c'est sous forme de débat souvent. Et l'autre, c'est les nouveaux chemins de la philosophie, qui là, c'était il y a quelques années. Et pour le coup, là, ça prend un peu plus la forme d'un entretien avec un prof ou un chercheur dans ces domaines. Mais disons que ça a le mérite de faire un intermédiaire. Disons parce que le monde universitaire, il n'est pas très accessible. Mais là, ces émissions de radio, elles ont le mérite, en fait, de par la qualité de l'interview, en fait, hein, de permettre de faire en sorte que tout un chacun peut écouter ces podcasts tout en étant quand même accompagné par des grands spécialistes. Donc à partir du moment où ça t'intéresse vraiment, c'est l'étape d'après. Disons, là, moi, ce que je conseille, c'est d'abord la lecture, les podcasts, etc., ou YouTube pour accompagner. Par exemple, quand vous lisez sur Épicure, vous cherchez YouTube, Épicure, machin. Ouais. Vous allez tomber sur l'une de ces chaînes, ou d'autres. Allez chercher aussi. Bon, faites attention. De toute façon, ça se sent quand c'est un peu militant. Mais voilà. Et du coup, l'étape d'après, c'est ces podcasts-là qui, moi, m'ont sérieusement énormément aidé, même dans la préparation des concours et tout, pour découvrir des auteurs, quoi. Magnifique. Voilà. Merci à toi pour ces riches conseils. Et bonne lecture, surtout. Bonne lecture. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour faire grandir le podcast. Ouais, merci carrément. Merci à toi, c'est super. Voilà.